catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McQuarrie et aujourd'hui on se retrouve pour la review de GCW, The World on GCW. C'était le show au Hammerstein Ballrooms, le gros show, la grosse salle pour la troisième promotion des États-Unis. On aura le temps d'en reparler ce soir et je ne suis pas tout seul, je suis là avec le spécialiste du catch indépendant sur la chaîne des rebuts du catch, à savoir Fab. Et oui, c'est toi. Salut public. Ça y est, là tu fais un one man show quoi. Voilà. Bah ça va, ouais. Ouais, t'as l'air d'être fatigué. Comme d'hab, mais Ouais, ça sert à rien. Je suis toujours fatigué en fait. C'est ça. Et oui, donc aujourd'hui la review de Game Changer Wrestling. On va pas perdre de temps là, vraiment on va y aller tout de suite dans le sujet parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Il y a pas mal d'informations à donner parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ce show, Fab. Ouais, clairement, on a plein de choses à dire. Ouais. Du bon comme du mauvais, mais il y a des choses à dire. Ouais, je viens de voir les notes sur Cage Match. Alors, le show a été noté 5,67. Alors, il n'y a pas beaucoup de votes, hein. Il n'y a que 11 votes. Je trouve les gens peut-être un peu durs. Il a 5,40 même, le show principal. Ah oui. Là, show oui, pardon, j'étais sur le... T'as raison. J'étais Ouais, non, sur mais le kick-off, ouais. effectivement, j'ai regardé ça ce matin pour travailler l'émission et oui, donc il y a des choses à dire, mais non, oui, c'est un bashing là. À ce niveau-là, on est sur un gros bashing quand même. Là, Ouais. c'est un peu abusé quand même. Est-ce que les gens ont pas aimé en fait que Game Changer Wrestling a fait du Game Changer Wrestling? Je pense que, au contraire, je pense que c'est parce qu'ils ont fait ils ont pas fait du vieux Game Changer Deathmatch, parce que pour certains, dans leur tête, Game Changer est du Deathmatch, alors que ce qui est faux. Hein. Mais le truc, c'est que moi, je suis clairement un vieux de la vieille de Game Changer Wrestling. Je les ai connus en 2016, pratiquement à leur début. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, la Game Changer Wrestling, c'était tout simplement la JCW, la Jersey Championship Wrestling, qui a été rachetée en 2015, je crois, par Brett Lordell, je sais jamais son nom. L'actuel owner de Game Changer Wrestling. Et donc au début c'était une promotion qui était là pour concurrencer CZW dans le Deathmatch Wrestling. Et au début Game Changer Wrestling c'était uniquement du Deathmatch Wrestling. Ça a été que à partir du moment où ils ont fait les Joey Janela Spring Break qu'ils ont commencé à avoir des matchs un peu what the fuck. Après il y a eu le show comme le Bloodsport, il y a eu des shows particuliers avec un peu moins de deathmatch, etc. Et ça fait que depuis, on va dire, pour moi, 2017, que Game Changer est comme ça, on va dire. Mais là, en même temps, peut-être que les gens s'attendaient sûrement à plus de violence sur un show comme ça, peut-être. ouais, c'est ça. Hein, je pense que c'est ça. Hein, mais au final, ça fait au moins 1 an, 2 ans, en tout cas période pandémique, que c'est très hybride et au contraire, on recule petit à petit. On fait des shows spéciaux Deathmatch, on fait des shows spécial shoot style avec Bloodsport, mais on se spécialise et on globalise dans des gros shows, mais on fait jamais. C'est ça, il y a des gros shows où il va y avoir un Deathmatch et là il n'y en a pas eu. La raison est très simple en fait, c'est que dans l'état de New York c'est interdit. Déjà. Et aussi. Le match qui aurait dû être le plus hardcore, on va en parler, il n'y a pas eu le temps. Il a duré 5 minutes.
C'est sûr, ça c'est clair et net que il y a eu des soucis. C'était leur premier gros show, on va dire, de Game Changer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Brett Lauderdale, je crois que c'est ça, je sais J'ai jamais. du mal avec Je son crois nom. que c'est Lauderdale, je crois. Enfin, l'owner de Game Changer en parle en fait dans le kick-off. Donc on en parlera, on va y revenir vite fait tout à l'heure quand on va parler dans le kick-off. Mais Game Changer, ça part de que dalle, quoi. Ça part juste du fait qu'il voulait faire chier Zanding avec sa. Pas Zanding. DJ Hyde avec sa DJ Hyde, CZW, quoi. Parce qu'ils c'était tous des anciens de Combat Zone Wrestling. Et ils se sont dit, bah nous on va faire une concurrence. Ça vaut que dalle, je rachète ça. Et puis let's go, on y va, on fait nos shows. Et la base de Game Changer, c'est ça. Et c'est pour ça que les gens, ils ont beaucoup d'attentes. Mais en fait, ils sont partis de rien, quoi. De base. Donc c'est ça qui est ouf. Ouais, ils ont tout explosé. Bah, ils ont eu la chance d'avoir la star pour les propulser au sommet et il s'est bien entouré, entre guillemets. Enfin, bien entouré. Il s'est entouré des personnes pour avoir du succès. Et oui, non, c'est clairement maintenant JC a atteint un niveau. Bah, avec un show pareil, a encore fait un virage. Non, mais c'est un show. Qu'on l'aime ou pas, c'est un show totalement historique pour JCW. Totalement. C'est un show qui va marquer les esprits, je pense, pour la promotion. Parce que pour moi, ce show-là permet encore plus de les affirmer dans la position qu'ils avaient, à savoir la 3e plus grosse promotion des États-Unis. Ouais. Clairement, dans l'indépendant, pour moi, ils sont au-dessus d'Impact, au-dessus de MLW. Ils proposent un produit totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont clairement la place que ECW avait à l'époque dans les années 90. Ouais. Bah, je considère même pas Impact ou MLW indé. À partir du moment où tu as un contrat TV, t'es plus vraiment indé. Ouais. Et que tu as une partie de ton roster qui est signée. Même si des contrats, c'est différent. Mais ouais, c'est là où c'est fort. Je trouve que c'est une compagnie totalement indépendante, mais qui arrive à être largement au-dessus d'une MLW, d'une Impact. Ouais. On n'aura jamais les chiffres de Fit TV. Fit TV ne diffuse pas leurs chiffres, mais je suis sûr qu'ils ont battu des Hard to Kill sans problème en termes d'achat. Et même en attendance, là on est à 2025 personnes, Hard to Kill n'a pas 2000 personnes. Ouais. Par exemple. Donc voilà. T'as raison, juste que ça, c'est clair et net, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on aura le temps d'en reparler, mais on a commencé un peu le débat là-dessus. Mais pour résumer notre avis, moi perso, c'est un show que j'ai vraiment bien aimé. Il y a des couacs, il y a des soucis, on va en parler, mais je trouve pour moi c'est une réussite. Et là où je m'attendais un peu de la merde, j'ai plutôt été surpris sur ça, surtout un match en fait, sur le Cardona contre j'ai oublié. Joey Janela, merci. Donc moi c'est peut-être mon match préféré du show au final, celui-là. C'est tellement un bordel what the fuck que en fait c'était génial, quoi. Mais bon, on va en reparler. Mais bien entendu, avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Cody Rebut, Fab Rebut, et puis bien sûr le compte officiel des Rebuts du Catch, les Rebuts du Catch. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, que ce soit en version podcast et en version vidéo. Il y a la chaîne, enfin les podcasts des Rebuts du Catch a dépassé les 10 000 écoutes depuis avant-hier, je crois. Donc merci à vous parce que clairement ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de monde qui nous écoute et non nous regarde. Donc c'est ça aussi les Rebuts du Catch, c'est du podcast. On le fait en vidéo parce que en France beaucoup de gens aiment regarder des podcasts. Moi ça m'arrive aussi, bien entendu, mais ça s'écoute tout aussi bien. Donc voilà, donc un grand merci à vous et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas et à rejoindre la Rebut Family. Si vous souhaitez nous aider, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube pour rejoindre les membres premium de la chaîne et comme ça avoir les podcasts et les vidéos en avant-première. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, comme par exemple le podcast sur André le Géant qui logiquement devrait sortir peut-être cette semaine ou ce week-end. Je vais voir, je vais essayer de le caler entre ça et pour Romania. À voir si je peux. Étant donné qu'on va décaler un peu pour Romania par rapport à Glate, je me dis j'ai peut-être moyen de sortir entre temps, peut-être, je vais voir. Mais bon, il y a All Elite aussi, donc je sais pas. Ça va peut-être attendre la semaine prochaine pour André le Géant. Je vais voir. Donc voilà.
Ben écoute, on va commencer du coup. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai vérifié ce que j'ai dit tout à l'heure sur Game Changer Wrestling. Et donc le nom de l'owner c'est Lauderdale. Voilà, Brett Lauderdale. Et ça a bien été racheté en 2015. Et au début c'était racheté par Brett Lauderdale et Danny Demento. Et puis là, Demento, et ouais. ouais, c'est ça. Et Danny Demento a quitté la promotion en 2019. Et donc, depuis 2019, c'est Brett Lauderdale qui s'occupe de Game Changer Wrestling et de JCW, Jersey Championship Wrestling, qui a Ouais. été recréé, qui est plus ou moins, on va dire, l'école, si on peut dire ça, de Game Changer Ah, c'est Wrestling. ça. Complètement, ouais, c'est la compagnie où les jeunes de JCW, c'est là où on sent la puissance Ouais. quand même de GCW, de Game Changer. Ils ont réouvert la Jersey en 2021 et ouais, c'est généralement des shows gratuits en plus sur YouTube souvent. Ouais. Et en premier, ça dure toujours un week-end de 3 jours en moyenne. Game Changer, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est Et ça. souvent, il y a un show de la Jersey le vendredi. C'est plutôt pas mal si vous avez le temps. Ouais. Et oui, c'est la compagnie de développement Mhm. de Jersey, Ouais. de Game Changer. C'est ça. Déjà, le truc qui fait que ça change comparé à tout ce qu'on a l'habitude de voir avec Game Changer, que là, on était vraiment dans un show différent, c'est qu'il y avait un kick-off. Ce qui est un peu what the fuck pour un show indépendant, en fait. C'est total. Ouais. Et même dans la présentation, ils avaient fait ça comme un pay-per-view de WWE, quoi. And now, sponsorisé par la marque de bière, parce que ça reste Game Changer Wrestling, tu vois. Et maintenant, The Kick-Off World on GCW. Enfin, moi, j'ai trouvé la présentation, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du show, mais tout ce qui est production et tout ça, il y a de l'effort, ça se voit, c'est beau, et ça rend bien, quoi. Ah oui, 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 là ils ont mis le paquet sur la production. Autant ils savent faire de la grosse merde des fois, ils savent faire des choses moyennes, des bonnes choses, mais là ils ont mis le paquet, ils ont mis un gros budget dans les caméras. Ouais. Et même dans le son qui était très propre, hein, parce que les commentaires des fois c'est pas très propre non plus Ouais. chez Game Changer. C'est de Là, mieux on en était mieux, bien. quand même. On est loin des micros pourris où Oui. j'ai vu des shows de Game Changer où vraiment je vais pas le faire sinon je vais vous bousiller les oreilles, mais c'était vraiment le mec qui parlait, on Oui. comprenait rien, quoi. C'était Oui, oui, là c'est bossé. On a des. C'est Dave Prazak, il est pas là d'habitude. Il y avait Dave Prazak, je crois Ouais. pas qu'il fait Game Changer. Il fait pas Game Changer Si, d'habitude non plus. il le fait je crois qu'il a fait quelques fois là. Ces D'accord. derniers Ok. temps, il a fait quelques fois avec Kevin Gill. Toujours là. Mais c'est Bien vrai que ça dépend des shows généralement. Kevin Gill, lui, il fait souvent les shows deathmatch avec souvent, il y avait à un moment, il y avait des schlacks, il y a eu des niggas qui sont passés avec lui. Oui, bien Il y a sûr. Joey Janela complètement bourré qui commentait avec lui. Quand Il y a il toujours était des guests, blessé. ça Enfin, ouais. c'est. Là, il y en a eu aussi, je crois, hein, à un moment. Ouais. Mais oui, oui, il y a toujours des guests, mais Dave Prazak, ouais, ça prouve que quand même, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, parce Et- que c'est pas. Bah c'est ça. C'est quand même la star de l'indie, le ROH, Ouais. enfin n'importe qui, quoi. C'est clair. Est-ce que tu sais d'où il vient, Kevin Gill? Je me suis marré à faire son parcours un peu. Et c'est Aucune idée. hallucinant en fait. Il était dans les producteurs du jeu Backyard Wrestling. Tu sais, Ah oui. le jeu Backyard Wrestling où à l'époque il y avait des Nick Mondo et tout ça. D'ailleurs, il me les faut dans ma collection donc je vais bientôt les avoir. Je les ai vus pour pas trop cher. Mais donc, du coup, lui il était dans l'équipe de Backyard Wrestling. Et il y a un reportage, vous tapez Backyard Wrestling Video Games Making of. Et on voit un jeune Kevin Gill qui est là. Ouais, trop bien le deathmatch, c'est génial et tout ça. Et le mec maintenant il se retrouve dans les grosses têtes de Game Changer Wrestling. Donc son parcours est complètement what the fuck. Ah ouais. Quoi. C'est Ouais, oui, il est depuis le début, lui, c'est ça, quasiment. ouais, Enfin, ouais, j'ai toujours ouais. connu, lui. Et pareil pour Brett, comme quoi leur parcours est quand même exceptionnel. C'est un arbitre, C'était non un arbitre Ouais. chez CZW, ouais. Hum. Et dans je sais plus quel tournament of Death, il se fait casser la gueule et on le voit, il est tout jeune, il a à peine 20 ans, tu vois. Là, il doit avoir 36, 37 Il ans, est pas très vieux, ouais, ça se voit, mais. un truc comme ça. Oui, il a la gueule bien entamée quand même. Ouais, Il aime la bière aussi, quoi. ça c'est le thé, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour cette promotion parce que moi je les suis depuis le début. Mais même sans ça, même si on a commencé à regarder Game Changer Wrestling par exemple avec les Spring Break, parce que ça fait vachement le buzz. Parce que quand tu te rappelles tous les buzz qu'il y a eu autour de Game Changer Wrestling, le retour de PCO, c'est grâce à Game Changer Wrestling par exemple. Oui, PCO avec contre Walter. Walter, c'est ça. C'est exceptionnel, ouais. Et c'est pour ça que quand j'en ai parlé avec PCO, il me disait les 40 dates, il les a acceptées avec plaisir limite parce que s'il recatch maintenant, c'est grâce à Game Changer Wrestling et grâce à Joey Janela qu'il a booké sur ce show, quoi.
Donc, Ouais, c'est ça. Ils ont des concepts, ils ont ouvert la porte à des bookers. On les aime ou pas, ils ont de l'idée. Et ils ont ouvert la porte à des gens qui ont des idées farfelues, ça a marché ouais. et ça explose. C'est Mm. devenu le must. C'est ça. Et puis maintenant, de la ils ont 2-3 shows tous les fins de week-end, quoi. Enfin, tous les week-ends, quoi. Quasiment toutes les semaines ou 2 semaines, ils ont un show. Ils ont un week-end Ouais, c'est GCW. hallucinant. C'est hallucinant, quoi. Et puis, ils vont faire 2 shows. Ouais, c'est ça. C'est depuis le début de l'année, je crois. Ils ont 2 shows par week-end, je crois. C'est ça, ouais, non, mais c'est souvent 4 shows. Ouais. Il y a Jersey déjà qui est inclus dedans et il y a 3 shows JCW souvent. Ouais. Là, le prochain, par exemple, si tu veux, il y a Jersey, il y a 2 shows JCW H2O et la, aussi et la H2O qui s'est introduit. On sait Ouais. pourquoi, hein, Ouais, on bien va sûr. t'expliquer après, mais Mm. oui, H2O s'implante aussi, donc un Made in IWTV en plus. Hein, donc, Ouais, un gros produit IWTV, hein, donc attention pour eux. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que et ce show-là sera diffusé sur IWTV? J'ai pas regardé. Normalement, oui. Ok. Il n'y a Ok. pas de raison. Donc, Parce que, alors pour ceux qui sont pas au courant, au début, Game Changer Wrestling était diffusé sur IWTV. IWTV qui est une grosse plateforme de shows indépendants. Et au début, Game Changer était clairement diffusé. Enfin, pas au tout début, c'est arrivé un peu après, je crois. Game Changer Wrestling. Au début, ils étaient diffusés sur iSpot, en replay, etc. Soit achetable en DVD ou soit téléchargeable en format MP4. Comme ça se faisait beaucoup sur les shows indépendants pendant très longtemps. Hein. Et donc du coup, à un moment, quand IWTV a commencé à grandir, ils ont pris aussi Game Changer Wrestling. Et de là, en fait, il y a eu à un moment une embrouille entre Brett Lauderdale, enfin les têtes pensantes de Game Changer et IWTV. Parce que en gros, c'est quand il y a eu le show gratuit, je crois qu'ils ont fait. Le show gratuit sur YouTube lors du lockdown, non, c'est ça? en gros, il y a eu plusieurs problèmes en fait. Ouais, il y a eu ce problème de show gratuit. Et le problème, en tout cas, ceux que dit IWTV, Ouais. où en fait, Game Changer Wrestling a découvert qu'ils n'avaient pas les droits sur les shows qu'ils avaient diffusés sur IWTV. Et ils ont voulu les récupérer. IWTV leur ont expliqué grosso modo que non. Après, ce qui est vrai ou pas, on ne le sait pas. On ne connaît pas les contrats, c'est en procès actuellement. Et que aussi, il y avait ce show gratuit où IWTV avait réclamé de l'argent. Je crois que c'est ça. Et parce que je crois que c'était pour une association en plus à la base. Ouais, c'était pour une assoce, ouais, je crois, ouais. Et le souci, oui, déjà il y a eu ça. Et il y a aussi le fait que dans le contrat, il y avait encore JCW devait honorer encore des shows sur IWTV qu'ils n'ont pas honoré. Donc un gros procès en ce moment. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de parler de tout ça pour ceux qui ne connaissent pas trop Game Changer Wrestling et qui ont juste vu Game Changer Wrestling peut-être pour la première fois sur ce show-là. C'est ouf de se dire qu'une promotion qui en 2015 était juste rien. Ils faisaient des shows de deathmatch où ils surfaient juste sur des gros noms deathmatch. Et encore, ils en ont créé beaucoup des noms deathmatch. Des gars comme Shlack, même s'il était chez CZW, je crois qu'il a commencé chez CZW. Mais un gars comme Shlack, même John Wayne Murdoch a pas trop fait, mais je crois qu'au début il en faisait aussi. Enfin, des mecs comme ça ont beaucoup surfé sur le fait que Game Changer Wrestling a mis des noms dessus. G-River, Marcus Crane, des gars qu'on a pratiquement jamais entendu parler avant que Game Changer Wrestling commence à exploser et qu'ils ont tous plus ou moins, ils ont tous quitté CZW au fur et à mesure pour catcher ailleurs et chez Game Changer Wrestling, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et j'ai vérifié là en même temps, H2O n'est pas diffusé du 20 février, n'est pas diffusé sur IWTV. En tout cas, pas en direct. Il est pas sur Skidoo, ouais, donc il doit être sur Fit TV, je pense. Peut-être, mais je pense qu'ils vont essayer un jour ou l'autre de créer un truc. Hein, oui. Peut-être. Hein. Après, peut-être que le côté fight, ça a l'air de bien marcher. Hein, les pay-per-view pour eux. Fit TV, c'est du pognon en ce moment. Ouais. Les dans les deux sens. Hein. Ça rapporte beaucoup à Fit et ça rapporte beaucoup. C'est clair. Mais je suis sûr que il y a plus de thunes qui est gagné grâce à un show Game Changer que les pay-per-view Impact. Hein. C'est clair. Hein. Même New Japan, parce que ça reste un network aux États-Unis. C'est débile. Hein. Ouais, donc non, c'est clair que je pense que JCW, à part AEW en pay-per-view, est le plus important. Et la chose la plus importante après le côté MMA, j'en sais rien. Côté catch, oui, c'est la deuxième derrière AEW. Hein, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que pour moi, c'est clairement la troisième promotion des États-Unis. Oui, aucun problème.
sans aucun doute. Bon, du coup, on va partir sur le kick-off après une belle intro de 20 minutes, mais c'est important d'en parler parce Allez. que il y a peut-être des gens qui ont jamais vu Game Changer, qui regardent là pour la première fois, qui se disent, bah, on est là aussi souvent à essayer d'expliquer, de donner des informations et tout ça, donc c'est aussi notre but Il faut. d'en parler, quoi. C'est important, je Oui, pense. oui. Donc le show, c'était le 23/01/2022, c'était le dimanche soir, ce qui était un peu dommage. D'habitude c'est le samedi. Je l'aurais sûrement live si c'était le samedi par exemple, je pense. Vu que c'était un gros show, c'était clairement leur plus gros show. Et donc le kick-off, on était à New York City, au Hammerstein Ballroom. C'était pas la première fois qu'ils étaient en plein New York, hein. Ils avaient déjà fait des shows à New York, dont JCW in New York, je crois que c'était le show. Ils avaient fait la même salle que Impact d'ailleurs. Impact avait fait des anniversaries. C'est une espèce de bar un peu boîte de nuit un peu qui est des fois il y a des shows de catch. Et Impact avait fait des shows dedans aussi, tout ça. Je crois qu'il y avait même plus de monde pour Game Changer que pour Impact. Ouais. Et donc là on était à l'Hammerstein Ballroom. Alors il n'y a plus trop besoin de le présenter. Si vous nous écoutez, je pense que vous savez toute l'importance qu'a cette salle pour le catch américain, pour ECW dans un premier temps, mais également ça a été pendant pas mal de temps la maison de Ring of Honor. Et faut s'en douter, clairement je pense qu'ils vont le faire une fois par an, un show à Hammerstein. Je le sens bien comme ça, moi. Ah, ça serait bien. Oui, il faut que ça devienne Ça fait longtemps, je regardais là, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de show à la Hammerstein. Ouais, c'était Ring of Honor, le dernier. Ouais, il y en a pas mal en fait, il y a pas mal de compagnies qui... Ok. Enfin, j'ai cru voir, non, j'ai peut-être fait une erreur, mais... Non, je pense que c'est Cage Match qui dit n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, il n'y en a pas eu depuis au moins 2019, mais oui, c'était le fief un peu de... Le fief. Pas vraiment le fief de ROH, mais ROH a fait pas mal de gros shows là-bas. Et non, c'est... Et surtout ECW en fait. Ouais. Non, Ouais, je pense que c'est... C'est clair. Oui, je suis en train de voir et tout, il y a un bug parce que c'est pas possible que Beyond Wrestling, non. ils ont pas... Non, c'est au White Eagle, ça n'a rien à voir. Non, c'est ROH en 2019 qui a fait les derniers shows. Ouais. Ils en font quelques-uns, ils en faisaient 5-6 par an depuis quelques années, avec New Japan notamment. Ouais, c'est ça. Mais sinon... Ouais, c'est ça, c'est Ring of Honor et le dernier, je pense qu'il y a que Ring of Honor qui a fait des shows là-bas. Ouais, c'est que je suis en train de remonter dans le temps là et... Ah ouais. Et c'est ça, depuis au moins 10 ans, c'est Ring of Honor avec un peu New Japan. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, je pense que clairement, là, ça peut être la nouvelle maison de Game Changer Wrestling, entre guillemets, quand ils font leur gros show. Une fois par an, tu fais ce show au Hammerstein, et ça sera très bien pour tout le monde. Ça sera des shows qui seront moins deathmatch, mais ils ont le temps d'en faire plein dans l'année, en fait. C'est pas un souci. Ah oui, clairement. Ils en ont fait encore la semaine dernière, donc... Ouais. Bah pas un match ultra deathmatch, quoi. Ouais. Et puis bon, il y a toujours le Tournament of Survival et puis le Niget Juventusonal. Donc, oui, voilà. mais c'est ça. Il faut bien comprendre que Game Changer, on va vite parler du show, mais Game Changer a changé en fait. Game Changer a changé et est vraiment plus calé dans le catch classique ou en tout cas hybride, on va dire plutôt. Ouais, ils sont capables de te sortir des 5 stars pur catch et en même temps te sortir des gros deathmatch 5 stars aussi, quoi. Moi j'en ai placé un, la finale du Tournament of Survival 666 de l'année dernière, c'était un must-see dans le deathmatch, quoi. Donc, oui, clairement. Il y en a, en fait, c'est clairement la promotion la plus hybride que tu peux trouver. Maintenant, oui, c'est clair qu'il y a de tout. On peut pas dire qu'on ne peut pas aimer. Si on n'aime pas le deathmatch, on peut regarder JCW sans problème. Ça n'a rien à voir avec No Holds Barred ou autre chose. Mid-South, c'est clairement moins le cas aussi. Il y a beaucoup moins de deathmatch aussi maintenant. Oui, ça a baissé. CZW, c'est pareil. Ils sont revenus là, mais avec un produit totalement indépendant classique. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas vu. Mais là, je sais qu'ils veulent refaire du deathmatch, mais avec qui? C'est ça le truc. Bon. T'inquiète, ils trouveront. Ouais. Donc le premier match du kick-off, c'était un 20 man Battle Royale, 20 man Battle Royale. Donc il y avait en gros, entre autres, il y avait mélange de légendes
de gars connus de Game Changer Wrestling, des catcheurs un peu moins connus, mais c'était soit des anciennes gloires du catch, soit des personnes qui ont été intronisées dans le premier indépendant, le temple de la renommée, le Hall of Fame Independent, qui a été fait du côté de chez Game Changer Wrestling. On sait, ils ont le Deathmatch Hall of Fame et maintenant l'Independent Hall of Fame. Et on a retrouvé du coup des premiers intronisés dans cette Battle Royale, hein, Fab. Ouais, il y avait Lufisto, il me semble, qui a été intronisé cette année. Ouais, c'est J'ai ça. pas vu toute la liste, mais Bah, en je gros, sais que. en gros, là-dedans, il y avait donc Lufisto qui a été intronisé cette année. Il y avait également Rucus qui a été intronisé cette année. Et je crois que c'est tout parmi les intronisés qui étaient là. B-Boy, je crois pas qu'il a été intronisé cette année. Je sais pas. Je crois pas. Mais en tout cas, il est considéré comme une légende Oui. du catch indépendant, hein, B-Boy. Hmm. Donc voilà. Dans les catcheurs, donc on avait Charles Mason, qui est un catcheur de JCW, qui a fini dans le Final Four. C'est une pépite. Ouais. C'est un jeune, c'est une véritable pépite à suivre. Gros heal, gros charisme et une vraie pépite à suivre. J'aime beaucoup ce catcheur. C'est celui qui était en costard à la fin dans le Final Four. Un peu glauque et qui porte bien son nom. Ouais. C'est quasiment un homonyme. C'est Pas de chose près, c'est pas un hasard. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y avait également Dark Shake, qui est une catcheuse que je ne connaissais pas, qui est également de JCW, je crois, elle. Dark Shake, je l'ai pas de tête. Je vois pas qui c'est. Non, c'est une ancienne aussi, elle a catché en 2005, que je ne connaissais pas. Tu vois, une catcheuse indépendante, elle a fait du Game Changer. Ah oui, je vois qui c'est. Oui, ah ouais, j'ai confondu. Oui. En pépite, jeune pépite à connaître, il y avait Marcus Metter, du côté de chez H2O. Qu'on voit de plus en plus également dans les matchs du Cercle du Soleil, hein. On y reviendra dans quelques secondes. Mais oui, Marcus Metter, il y avait les classiques Game Changers comme KTB, il y avait Brandon Kirk qui est souvent là quand il y a des matchs un peu what the fuck, qui est souvent là. Cole Radrick, pareil dans les pépites, lui il faut le suivre, il faut le connaître, je pense aussi. Oui. Dans les vieux qui sont souvent là, il y a Nate Webb qui était encore là, comme toujours. Et puis il y avait des catcheurs un peu plus particuliers comme Psycho Clown qui était là. Pourquoi pas. Il est déjà venu cette année, je crois. Ouais. Où il était au Mexique. Il a fait un show GCW, je sais pas si c'était celui au Mexique, mais il était déjà cette année. Ouais. Donc KTB, voilà les classiques. Il y avait Jussi Fino qui faisait son retour du côté de chez Game Changer Wrestling également. Il y avait Paro qui a fait une grosse prestation. Dans la Battle Royale, on l'a vu beaucoup. Alors pour ceux qui voient plus trop qui c'est, c'était le barbu assez costaud là. Ouais, très grand, c'est clair. Et lui, c'est pareil, c'est un mec qui est assez important dans le monde de l'indé parce qu'il est ouvertement homosexuel et il s'affiche totalement, il a aucun souci là-dessus et très bien et tant mieux. Et c'est marrant parce que le mec, c'est la grosse brute et tout ça, et il s'est assumé comme ça, et du coup, il est très populaire en indépendant quand même. Oui, c'est une vraie égérie même. C'est un porte-parole, un porte-drapeau. Totalement. Et, très intéressant. Et une grosse surprise, il y a Thunder Rosa dedans. Et voilà. Très j'allais arriver. La dernière grosse surprise, c'est ça, c'est Thunder Rosa. Et là, on a eu un début d'affiche qu'on aimerait bien voir en vrai, à savoir Lufisto contre Thunder Rosa en fin de match. Et clairement, ouais, quand j'ai vu ça, je fais putain, donnez-le nous en un contre un, quoi. Ah oui, parce que Lufisto vieillit pas en tout cas. Elle bouge pas, elle est toujours le même talent. C'est hallucinant. Elle a plus de 40 ans. Physique impeccable, toujours excellente dans le ring. Et vraie légende, hein. C'est clairement mérité qu'elle soit dans le Hall of Fame indépendant, hein. Ça sans aucun doute, hein. Elle a révolutionné la division féminine totalement dans le monde du catch, hein. Ouais, totalement. Et il y avait également Outfoot qui a été lui, il a fait un gros deathmatch dans les derniers shows de Game Changer Wrestling contre Alex Colon, je crois, pour le titre ultra violent, et il a bien marché, c'est pour ça qu'il a été rappelé. Le public l'a apprécié en fait. Et donc voilà, il y avait également Dustin Thomas qui faisait son retour, celui qui n'a pas de jambes, le catcheur qui n'a pas de jambes, et qu'on avait vu lors de All Elite, c'était à All In dans la Battle Royale, je crois, qui n'était pas encore All Elite du coup. C'est possible, ouais je sais pas, je sais plus. Dans la première Battle Royale. On l'avait vu plusieurs fois, il apparaît des fois en indé.
Et donc, il y avait également donc, le dernier catcheur qui est. Enfin, voilà, après, je sais pas si tu en as d'autres que tu veux en parler. J'ai pas parlé de Steve Scott, Jan Akai, on en a déjà parlé, mais qui était là aussi. Ouais, Donc, Yoya, qui est une ouais, perle Yoya. aussi. Je me souviens même plus de Petit. l'avoir vu. Ouais, moi non plus, Dans je la l'ai vu Battle comme nom, Royale. mais je le vois dans le nom, mais je me rappelle pas de lui. Je sais pas ce qu'il a fait, mais Ouais. une Mais- jeune perle aussi. Hmm, Donc, totalement. Totalement. Et donc, bah, le gagnant de ce match-là, c'est Big Vine. Et Big Vine, en fait, alors c'est un catcheur que je ne connaissais pas du tout. moi non plus. Il a même pas de patch cage match. Je crois que c'était sa première fois chez Game Changer Wrestling. C'est possible. Ouais, il me dit rien du tout. Je l'ai Ouais. jamais vu ce type. Ou je C'est l'ai. Je me rappelle pas. Et c'était en fait, c'est le fils de 911 qui était un catcheur de ECW. Excusez-moi, petit rototo. On peut faire un show Game Changer, pour ça je me permets de... Non, je m'excuse. Et donc du coup, c'était le fils de 911, et 911 en fait c'est un catcheur de ECW qui catchait dans les années 95-96 et qui était ultra... c'était un favori de la foule. Ça n'a jamais été un mec qui a été mis en avant, mais c'est un mec qui était très aimé par les fans de ECW. Et donc ils l'ont rendu hommage, ils l'ont fait gagner la Battle Royale. À la fin du match, il y a 911, ce catcheur en question, qui est venu boire une bière avec son fils. Voilà, c'était beaucoup d'hommages et beaucoup de comment dire, de bons moments ce soir. Oui. On en aura plein d'autres, tu vois, par exemple. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. une fête. Ah ouais, Une fête de la JCW. On revoit les anciens. c'est ça. Plein de choses intéressantes. J'ai pas grand chose à dire de Mm. plus sur cette Battle Royale, ça a fait le taf. Non. Ouais, c'est un peu lambda. C'est une Battle Royale, faut Ouais, aimer. ouais. Ouais, ouais. Voilà. Le Il n'y a match... pas d'enjeu, il n'y avait pas d'enjeu précis d'ailleurs Ouais, non. sur la bataille. Hmm. Donc Non, voilà. non. C'était juste pour rendre hommage à 911, que je ne connaissais pas avant d'en entendre parler, hein, je vous l'avoue. Le match d'après, c'était le match du Cercle du Soleil avec Grim Reaper, Alex Zane, Dante Leon, Jack Cartwheel, Ninja Mac, Denoa et Shane Mercer. Fab. Match magnifique ça. Là, C'est clair. c'est un match ultra spotty. C'est des grands malades. Le match Ouais. que déteste tout le monde et que nous on adore et Ah on s'en bah fout. C'est clair, mais Et, c'est ce qu'on appelle chez nous le Cercle du Soleil. Hein. On a des Oh, vrilles dans tous les sens et c'est génial. Et pour une fois, Ouais. il y a pratiquement pas de botch dans ce match. Non, ils font mieux que d'autres sur des échelles. Ouais. Donc non, le match est ultra propre. Il dure 8 minutes. Et non, bah, il n'y a pas grand chose à dire. C'est des gros spots bien crades. Shane Mercer est le big guy du match. Il a son rôle où tout le monde essaie C'est de toujours le cas. Chez Game Voilà. Changer, dans les scrambles, il y a toujours un mec qui est plus lourd. Ça a été des fois KTB, ça a été Calvin Tankman. Là, ça a été aussi Shane Mercer. On pourrait voir un jour PCO là-dedans. Ça serait pas Ouais, voilà, c'est ça. Il en faut toujours un. C'est dans la logique des scrambles, des ladder matchs typiques de partout dans le cadre. De toute façon, il y a toujours un big guy. C'est lui. C'est la grosse brute qu'on essaie d'éliminer et qui est trop fort. On a les super athlétiques, bah, j'ai envie de te dire, ils sont tous super athlétiques. Donc même Grim Reaper, je suis pas ultra fan de sa gimmick. J'ai un peu de mal à la gimmick je me roule un gros joint au milieu du ring. Lui, il était là parce que c'est un New-Yorkais en fait. D'accord, non mais il est souvent là, hein. Il est mais très souvent dans le catch. Et il est il- très souvent chez JCW. Clairement, tu vois les noms, tu te dis tu aurais pu faire gagner quelqu'un d'autre, tu vois. Là, ils l'ont fait gagner parce qu'il est de New York et c'est chez lui, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Grim Reaper en plus qui gagne. C'est pas un mauvais catcheur, mais bon, il est pas très intéressant. Et quand tu vois les noms. Ouais. Après, le Scramble n'a jamais d'enjeu, hein, c'est vraiment pour amuser la galerie. Mm. On a du Alex Zane qui est plutôt exceptionnel. Jack Cartwheel qui a fait un gros match, je trouve. Ninja Mac qui est en train de. Il est super bon, hein, t'as vu le. Il est en train de propulser sa carrière, c'est incroyable. Au début, on croyait que c'était une blague, mais la blague devient vraiment sérieuse. C'est hallucinant, le mec il est sorti au début, il est habillé en ninja, un déguisement que t'achètes à Intermarché, quoi. Ouais, il avait même pas de masque, il avait rien. C'était dégueulasse, c'était juste un mec habillé en ninja du clan des foot dans Tortue Ninja, quoi. Tu te dis, Oui, c'est ça. et maintenant il a un look, il a une gueule, il a un physique, mine de rien, il a un sacré physique. Ouais. Moi j'ai hâte de le voir chez Noah. Hein. Ça va être génial. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est vraiment pas une connerie. Hein. Noah l'a annoncé, il y aura Ninja Mac, on sait pas quand encore, mais chez Noah. Donc moi j'attends de voir. Oh ouais, ça
Ça va dénoter hein, dans le tas. Mais, Ouais, mais. non, le match est très bon. Ouais, c'est un bon 3,5 et c'est super cool. Et pour ceux qui aiment les scrambles de GCW, c'est à voir. Moi, j'aurais mis un bon 375 hein, en vrai. Ouais, moi je conseille. En plus, c'est gratuit sur YouTube. Donc allez-y, hein, allez le voir. Vous allez découvrir des catcheurs. Alex Zane, qui était chez WWE il y a peu de temps, lui, il essaye de se recréer un personnage aussi. Un côté un peu plus heel. Bon, je sais pas. Ouais, non, c'est pas. Bah, c'est pas son charisme hein, qui est fort hein, chez Alex Zane. Il y a toujours des difficultés de charisme. Il se cherche là en ce moment avec des costumes un peu chelous, mais bon. Bah, c'est un peu le problème de beaucoup de mecs indés hein, quand même. Ils ont pas trop de charisme. Et il y en a qui arrivent à s'en faire après leur passage chez WWE. On y reviendra après. C'est ça. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres non. Mais Alex Zane, il a du mal. Il est toujours très bon catcheur, mais en charisme, c'est compliqué. Donc voilà, il essaye de se faire un petit truc. Donc match à conseiller. Dante Leon aussi, bien cool à suivre. Ouais, Dante Leon, bah, toujours. Hein, et c'est un freelancer aussi qui doit pas être bien vieux, je sais pas, il a pas de 30 ans. Et, mais ouais, un très bon catcheur aussi. Et ouais, non, mais c'est que des bons catcheurs, hein, là franchement, on est à un très bon niveau. Totalement. Donc voilà pour ce scramble de kick-off. Après, il y a eu une promo de Brett qui racontait toute l'histoire de ce qu'on a fait en fait hein, tout à l'heure. Il racontait toute l'histoire de Game Changer Wrestling. Il a montré les chaises rouges qu'il y avait dans la toute première salle de Game Changer. Je sais plus, c'était dans le New Jersey et c'était une salle qui a été ultra connue pour leur gros deathmatch, dont la grosse rivalité Matt Tremont contre Nick Gage. On y reviendra tout à l'heure, on reparlera de ces deux-là. Et donc c'était dans cette salle qui était très reconnaissable et uniquement Game Changer Wrestling, et donc qui était clairement un peu le Reseda. Le Reseda, c'était l'ancienne salle de Pro Wrestling Guerrilla. Et en fait, cette salle-là, c'est un peu le Reseda de Game Changer Wrestling. Elle a été détruite pareil et tout ça. C'est là qu'il y a des carrières qui ont été créées, comme celle de Joey Janela, avec le spot avec Zanding, par exemple, qui était un spot, on va dire un remake du spot que Zanding avait fait presque 20 ans plus tôt, 15 ans plus tôt avec Nick Mondo, 10 ans plus tôt. Et donc du coup là ils l'ont refait avec Janela, et de là Janela, sa carrière elle a explosé en fait pratiquement. Donc voilà, donc du coup ils ont parlé de tout ça, ils ont bien précisé que de base c'était rien et que maintenant vous voyez où on en est et tout ça, c'était bien. Et en plus il y avait Chris Dickinson qui est le grand absent de ce soir, clairement, avec un autre qui sera dans le show un peu plus tard aussi, Mance Warner. Oui, bon, après, quand même. Je suis pas un ultra fan de Mance Warner. Oui, mais ça reste un nom de Game Changer. Oui, c'est clair. Oui, Dickinson a été malheureux et blessé. C'est pété à Strong il y a quelques mois et il y en a pour un moment encore. C'est clair. Donc voilà pour le kick-off. Et donc on commence le show, 2025 personnes d'après Cage Match, donc énorme. Pour un show indépendant, c'est énorme. Le show était commenté par Kevin Gill, Dave Prazak, Lenny Leonard. Il y a eu également Yann Riccaboni, l'ancien de Ring of Honor. J'ai pris un bonbon, j'aurais pas dû, ça me colle aux dents, c'est horrible. Je m'en excuse. Donc je vais te laisser parler et commencer du coup avec le premier match, avec le Grab the Brass Ring Ladder Match. Et le gagnant du match allait tout simplement demander un match pour n'importe quel titre quand il le veut. Donc voilà, donc c'était un match assez important. Dans ce match, on avait Edgy Gray, Alex Colon, Jerry River, Jimmy Lloyd, Jordan Oliver, PCO et Tony Deppen. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Lio Rush, qui devait catcher dans ce match-là, a été remplacé par Jerry River parce que Lio Rush a remplacé Jonathan Gresham. J'y reviendrai tout à l'heure un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là ? Un ladder, mi-figue mi-raisin, comme dirait Saru. Il dit ça, c'est vrai. Oui, il le dit. Ah d'accord, ok. Non, c'est un bon ladder. Il y a des catcheurs qui ont bien fait le taf. Je pense à Jordan Oliver, à PCO, à Deppen, qui ont été très bons. Et il y en a d'autres qui ont été un peu transparents. Colon n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été plus que ça. C'est pas son style. C'est pas son domaine. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est on a mis des catcheurs habitués à des matchs extrêmes dans un ladder. Un ladder, c'est vraiment une technicité assez
complexe et il faut vraiment se spécialiser quasiment dessus dans les gros spots. Et ça a été compliqué pour certains. Jimmy Lloyd, j'ai l'impression qu'il est bon nulle part. Jimmy en fait. Lloyd, il est là parce que c'est un bon boys, quoi. C'est un bon gars, quoi. Le c'est mec, le il bon est gamin. là. C'est ça, il aide à démonter, à monter les rings, il fait partie du crew. Enfin voilà. Le mec, il est là pour faire n'importe quoi, il est toujours là, quoi. Donc C'est ça. ils l'ont mis dans le show. C'est pas le meilleur de Game Changer Wrestling, c'est clair, mais ça reste un mec, je dirais pas important, mais voilà, il sera toujours là, quoi. Oui, il est là, il est autour, il est un peu. Il a tourné heel récemment, il est un peu en rivalité avec G River, donc voilà, Jordan Oliver s'améliore énormément. Il a fait un très bon match, je trouve, Jordan Oliver. Ouais. Lui, pareil, au début, zéro charisme, et au fur et à mesure, il commence à se construire un truc. Mais le W arrive à bien le construire, je trouve. Ça l'a bien cadré. PCO exceptionnel dans ce match. Dans tout ce qu'il fait, il fait des spots de fou, on dirait qu'il a 20 ans. Ouais, il en a 52, 53. Hein. C'est incroyable. Et non, des bons spots. Et il y a AJ Gray. AJ Gray, déjà, je suis pas un énorme fan d'AJ Gray à la base. Mais alors là, dans un ladder, on se demandait ce qu'il foutait là. On sait pourquoi il était là, mais... Oui, mais Eddie Gray, en fait, c'est l'un des favoris de la foule. Oui, très populaire, ouais. Déjà, une fois champion Game Changer Wrestling, il faut le rappeler. Il a été peu longtemps, hein, il a été 10 secondes, je crois, champion Game Changer Wrestling. C'était à l'époque, en fait, où il y avait la grosse rivalité Ricky Shampeage contre Nick Gage. Et donc du coup en gros Eddie Gray avait gagné sur un match un peu surprise, le match contre Nick Gage sur un roll-up ou un truc comme ça. Il avait gagné le titre et derrière je crois qu'il avait donné à Ricky Shampeage, ou Ricky Shampeage l'avait acheté, ou je crois que Ricky Shampeage l'avait dit couche-toi, il s'était couché. Je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais c'est un truc comme ça. Et c'est un mec qui a toujours été hyper populaire avec le public de Game Changer Wrestling. Et c'est un gars qui a sorti des excellents combats, que ce soit en deathmatch. Là, il y a peu de temps pour le titre extrême contre PCO. J'ai pas vu le combat, mais de ce que j'ai cru entendre, le match était très cool. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, personnellement. Donc je suis plutôt content de sa victoire. Après, personnellement, je l'aurais bien donné à PCO, tu vois, ou Tony Deppen. Oui, Tony Deppen, ça aurait été cool. Mais donc Eddie Gray qui gagne le match, qui se rate sur un spot surtout, un gros spot où il monte en haut de l'échelle, il saute, mais je sais plus sur qui. Enfin bref, et il se loupe complètement sur Colonne, il s'écrase la tronche tout seul au sol. C'est une catastrophe. Ouais. Et non, voilà, c'est le couac du match, c'est que certains n'étaient pas à l'aise. Colonne n'était pas à l'aise. Il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, et avec des chaises, avec des choses comme ça, il a réussi. Des gros spots bien sales, mais le match est plutôt moyen. Ouais, c'est 3,25, 3,5. Ouais. Mais bon, on n'avait pas les bons. Ils ont pas mis les bons catcheurs au bon endroit, je pense, pour faire un ladder. Ils ont mis tous les mecs qui font du deathmatch habituellement. Vu qu'il n'y a pas de deathmatch, ils les ont mis là. Ils ont perdu la Yorosh. Oui. Ils ont perdu la Yorosh dans ce match qui aurait changé la donne, je pense. J'ai envie de te dire tant mieux, parce que vu le match qu'ils ont fait, qu'il a fait la Yorosh dans l'idée. Oui, c'est clair. Mais voilà, ouais, je suis d'accord. Moi, 3,5 pour moi. Voilà. C'était un opener bien cool quand même. Ça mettait bien dans l'ambiance. Des grosses approximations. Ouais, surtout de Eddie Gray, mais bon. Voilà. Et également, à la fin, donc Colonne allait pour remporter le match à un moment. Il y a John Wayne Murdoch qui est arrivé parce qu'ils sont en grosse rivalité un peu. On va dire no holds barred contre Game Changer Wrestling, même si alors John Wayne Murdoch était champion chez no holds barred, American Deathmatch Champion, je crois, un truc comme ça. Et c'est ça, mais il a perdu le titre contre Reed Bentley. Reed Bentley qui sont ils sont potes, hein, voilà. Coéquipiers, son tag team, quoi. C'est ça. Et en gros, voilà, là ils partent vraiment sur une rivalité John Wayne Murdoch Colonne. Il y a déjà eu un match il y a 2-3 semaines, Colonne contre John Wayne Murdoch, qui avait fini plus ou moins en shoot. Alors moi je n'avais pas vu le combat, mais clairement sur le Discord ça en avait discuté, les gens se posaient des questions, est-ce que c'est du shoot ou pas. Moi quand j'ai lu ce qui s'était passé, je dis ça c'est prévu, c'est impossible que en gros l'histoire, alors moi je n'ai pas vu, peut-être que je vais me tromper, je m'en excuse, mais de ce que j'ai cru comprendre avec ce que j'ai lu, en gros à la fin du combat c'est parti un peu en shoot, je sais pas quoi, et Colonne est parti dans les vestiaires, il a pris la valise de John Wayne Murdoch et lui a dit ouais casse-toi.
Clairement, je pense que c'est obligé que ça soit worké, ce genre de truc. Mais oui, c'est 2 professionnels, hein, faut pas Bah croire. ouais. Les 2 sont des gens hyper professionnels malgré leur même, Murdoch qui se fait passer pour un fou et quelqu'un d'hyper professionnel, jamais ça arriverait. Et On Colon est en train aussi. de oui, oui, mais Colon, on le sait qu'il est sérieux. C'est le meilleur Mmh, catcheur deathmatch actuellement, Colon. Sans oui, aucun c'est doute clair. pour moi. Et là, il affronte, ils sont en train de mettre en place une grosse rivalité pour un match qui va arriver, un vrai match qui va Au arriver et Spring Murdoch Break, est peut-être. ouais, ça serait bien et Murdoch est le catcheur. C'est un catcheur deathmatch, mais disons que c'est la lutte rude, c'est la lutte de rue, c'est combat de rue, quoi, on va dire. Ouais, ouais. C'est C'est un autre gros chose. brawler. Hein. Voilà, c'est un brawler et ça peut être un match énorme. On Ouais, peut ouais, avoir ouais. un match de l'année en termes de deathmatch Ouais, ouais, entre les deux. totalement. Et alors, je n'ai pas vu leur premier combat qui, à ce qui paraît, du coup, dû à cette fin, est un peu bizarre. Mais clairement, vu ce qui s'est passé là, c'était prévu. Et d'ailleurs, Murdoch était Oui. accompagné de Reed Bentley. Donc, moi, je sens vraiment qu'il va avoir une espèce de rivalité IC Dub contre Game Changer Wrestling, quoi. Et ce serait bien pour le Ouais, ouais, deathmatch. ça serait bien cool, hein. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. clairement. On arrive avec un match de lucha libre et ça, j'étais très heureux de l'avoir parce que sur le papier, bah, t'as que des gens de qualité, clairement. On avait donc Gringo Loco, Démonique, Flamita et Ares pour la team Gringo Loco. Et dans la team Bandido, on avait donc Bandido, Laredo Kid et notre chouchou, notre préféré. Je vais te laisser le présenter, Fab. Antonio San Francisco. T'as Voilà, tellement crié que ton micro, il je sais, là, je l'entendais saturer, mais C'est pas grave. pas grave, On a je peux déjà plus dit d'un. on a déjà dit notre amour pour lui. C'était lors du podcast Nick avec Gage Gab. Invitational. Il était dans le scramble du Nick Gage Invitational. Un look Ouais. what the fuck. Ah Il a c'est... un style incroyable, il est monstrueux. Ouais. Alors c'est un jeune catcheur, il a à peine 20 ans, je pense. Mm. C'est un catcheur qui est sorti de nulle part. Je sais même pas d'où il sort, ce mec-là. C'est pas, ouais, ça vient de l'école de Jersey, hein, je pense, hein. C'est quelqu'un Ouais. qu'ils ont repéré, je crois pas qu'il ait fait grand chose d'autre. Ouais. Et non, c'est un petit maigrichon qui rate rien, qui était clairement dans le style lucha libre. Je sais pas s'il est américain ou mexicain. En tout cas, il a des origines mexicaines, Oui, ça oui. c'est sûr. Et dans un match où on a des catcheurs exceptionnels comme surtout Bandido, Ares, Laredo Kid, Ouais. même si Flamita et Gringo Loco sont très bien, mais voilà, je trouve qu'il arrive limite à ressortir du match face à des machines, quoi. Bah, Après, c'est peut-être moi qui se fait biaiser, mais il arrive à ressortir hyper fort d'un match j'ai pareil, quoi. j'ai écouté un podcast sur le show, un podcast américain, donc le podcast de Fightful. Et l'un des deux présentateurs, je sais plus qui c'était qui parlait, il l'a comparé un peu il trouvait qu'il y avait des vibes un peu de Rey Mysterio des années 90, genre 95. Tu sais, genre le plus petit qui vole dans tous les sens et tout ça, et c'est toujours Ouais. parfait. Et je suis assez d'accord avec lui parce que je Oui. trouve qu'il y a un peu des vibes un peu Rey Mysterio des années 94, 15, années 95, 96 plutôt, année ECW, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Et clairement, ce match-là, c'était ça. C'était clairement le pur match de Lucha Libre en Lucha Rules. Donc, pas besoin de faire le tag, etc. Et c'était génial parce que on a des catcheurs des hyper talentueux comme Laredo Kid, Ares et Flamita, et on a des catcheurs plus confirmés comme Bandido ou Gringo Loco. Gringo Loco qui est le papa de la lucha libre aux États-Unis. T'as Conan et t'as lui, là, j'ai envie de les dire. Pratiquement. Hein. Oh, bah ouais, En parce que là, dessous, quoi, bien sûr. Mais ouais, Bandido, je sais pas, mais je crois à un moment ou un autre, il a formé la Radio Kid, il a formé Ares, il a formé Flamita. ouais, Il y a Aramis qui n'est pas dans ce match, mais qui l'a formé aussi. ouais. Ouais, c'est le papa de tous là. Il les a tous entraînés. Il est incroyable, quoi. C'est super, comme tu dis, c'est le super crazy des années 2010-2020. Moi, ma comparaison avec Super Mm. Crazy est, je pense, plutôt bonne parce que, Mm. au point de vue physique, ça y ressemble pas mal, quoi. C'est clair. Ouais, c'est le même physique ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'était un super combat. J'ai pas grand chose à rajouter non plus. J'ai mis 4 parce que la fin. Alors, je sais pas si c'est. Pour moi, je pense que c'est botché un peu. Il y a un Ouais, coup de c'est sûr. ASF et Gringo Loco tombe pas tout de suite. Donc, c'est un peu particulier. Derrière, il enchaîne avec un pit driver pour la victoire. Mais ça n'enlève pas la qualité du match qui est exceptionnelle. Si vous voulez juste passer du bon temps sans prise de tête, allez voir ça.
Ouais. Ça dure 14 minutes quand même, hein. Ouais. Donc il leur en laisse le temps. C'est rare qu'il laisse autant de temps à la lucha libre. Mm. Et il est meilleur que le match du Spring Break lucha libre qu'on avait vu. Ouais. Mm. Je le trouve encore meilleur. C'était quasiment les mêmes catcheurs, à peu de choses près. Et non, le match est énorme. Il y a pas, ça botche quasiment pas, à part le final, mais Il très y a que le léger. final, sinon il n'y a aucun botch. Et ça reste léger, c'est juste mais non, le match est ultra propre. Des machines de catch, ouais, puis- c'est 4, hein, c'est facile. Ouais, et puis ce spot là, le Canadian Destroyer de ASF, alors que c'était Ares qui était Ouais. en électrique chair sur deux mecs, quoi. Et là, Ouais. Canadian d'en haut, tu fais, mais les mecs sont toujours avant. Les mecs, ils inventent toujours des nouvelles prises. C'est hallucinant, la créativité des Mexicains, elle est incroyable, je trouve. Ouais, ils avaient fait la catapulte, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. Spring Break. Si, La ouais. catapulte, elle était magnifique. Mais c'est ça le truc, c'est que tu regardes un match de lucha libre, on va dire comme ça, aux États-Unis. Souvent, tu regardes ça, tu te dis putain, mais j'ai envie d'en voir tout le temps. Mais en fait, je trouve que juste un match de ça dans un show, c'est parfait. Parce que quand tu en regardes trop, à un moment, moi, je sais que AAA, j'ai assez avec Triple Mania chaque année. Si je me tapais du AAA tous les week-ends, à un moment, tu vois. Ouais, mais après, c'est pas vraiment du style AAA. Non, pas du tout. C'est vraiment le style indie. Il y a vraiment un écart entre la lucha libre CMLL AAA et le style indie au Mexique avec la Crash, la Vanguardia, dont j'avais un peu parlé, ce genre de catégorie. C'est vraiment l'indie style de la lucha libre. C'est du Pentagon, c'est du Rey Fenix. C'est indie style, quoi. C'est incroyable. C'est un. Easy Now. Ouais, c'est ça, ils innovent, et puis c'est un hybride de plein de styles, encore une fois. Hein. Il y a Oui. du strong un peu dans certains coups qui sont assez stiff et tout, et puis il y a quand même beaucoup de catch indépendants, très PWG, on va dire, où ça se passe dans tous les sens, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de catcheurs mexicains, Penta et Phoenix, t'en as parlé, mais pas que, ont aussi marché du côté de chez PWG, entre autres, parce qu'à un moment, ils ramenaient pas mal de catcheurs comme ça pour faire des spot match avec les Young Bucks, etc., quoi. Donc, Ouais, c'est des gros matchs spotty, mais techniquement, ça reste hyper propre. C'est pas que du spot. C'est ça. Donc voilà, donc un super match, hautement recommandé, allez-y, sans aucun souci si vous l'avez pas vu. On va enchaîner du coup avec un match qu'on attendait beaucoup, nous sur le papier, parce que on adore Jonathan Gresham. Vous le savez, on a parlé de son premier show qu'il a fait avec la Terminus, qui était un show avec de très bonnes idées, mais qui manquait peut-être un peu de comment dire, que ça aurait pu être mieux que ça, hein, que ce qu'on organisé, il y a eu de la ouais. malchance. Il y a eu de cocktail de mauvaise organisation et malchance. Malchance, ouais. Ouais, aussi. Comme j'ai dit, le nom du podcast, c'est ça que je cherchais, c'était des bonnes idées, mais mal exploitées. C'était ça que j'avais mis comme nom de podcast. Et pour résumer le show, Terminus, c'était un peu ça, hein, totalement. Et donc, on avait pas mal d'attentes, parce que c'était en plus pour le titre Ring of Honor. Et Blake Christian arrive sur le ring et il annonce que Jonathan Gresham, malheureusement, n'est pas là. Du coup, la raison, je l'ai appris. Est-ce que tu sais ce que c'est, la raison? Du tout. Non. En fait, Jordynne Grace a le Covid. Et étant donné que Jordynne Grace est la compagne de Jonathan Gresham n'a pas pris de risque et a annulé sa présence. Voilà. Donc, c'est bien. Donc c'est logique. C'est responsable. C'est responsable totalement. Donc voilà. Donc Blake Christian a quand même annoncé qu'il aura un match un jour ou l'autre contre Gresham pour le titre. Peut-être à Terminus un jour ou peut-être au retour de Ring of Honor. Non, parce que ça sera avant. Oui, je pense. Ça va se faire là rapidement, je pense. Ouais, ça va se faire à JC Dub, ça va se faire dans un mois à JC Dub, je pense. Ouais, totalement. Oui, parce que on le sait. Hein, d'ailleurs, ça casse un peu tout l'histoire qu'ils essayent de faire avec Gresham qui défend son titre tout le temps et tout, parce qu'ils ont déjà annoncé le main event de Supercard of Honor pour le 1er avril. Ça sera Bandido contre Jonathan Gresham pour rassembler les deux titres. Et même si on s'en doutait, c'est con de l'avoir annoncé tout de suite en fait, parce que là du coup tout ce qu'ils font, les défenses de titres de Gresham un peu partout, que ça soit chez Impact, chez Game Changer, etc., ça a aucun sens, tu vois. Oui, après tous les ROH peuvent jouer sur le fait que la carte peut être sujette à changement. Oui. Là-dessus, mais bon, on n'est pas dupes. C'est ça. Et donc du coup pour le remplacer, ils ont mis Lio Rush et Blake Christian Lio Rush. C'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent, Fab. Est-ce que tu t'en souvenais? Je sais qu'ils se sont déjà affrontés, mais alors là, après, quand
C'était un Spring Break juste avant que, en gros, Lio Rush revenait de WWE et Black Christian allait partir chez WWE. C'est juste avant. Ouais, là, Ouais. c'était il y a pas de temps, alors. C'était il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Ça, je sais pas. 29 janvier, il y a un an. Il y a 1 an. Ok. Donc voilà. Après, Donc, ouais. c'est ça. Et en fait, Lio Rush était revenu avec son côté Black Earth, sa gimmick un peu particulière qu'il avait, entre autres, qu'il a fait chez CZW contre Joey Janela, entre autres. Il n'a pas fait que ça, mais entre autres là. Et donc, du coup, Lio Rush, c'est ça, et c'est toute l'histoire du combat, c'est que Black Christian, il s'est fait avoir avec Lio Rush il y a quelques temps. Là maintenant il a appris et il connaît son catch par cœur. Et du coup on a un Black Christian qui contre tous les moves de Lio Rush et toute l'histoire du match est sur ça. Et c'est juste génial en fait. Ouais. Et moi c'est ce que j'ai adoré. Le combat est très 50-50, c'est bien rythmé. Est-ce que tu as le temps devant toi? 12 minutes. 12 minutes, donc le temps est parfait. C'est un super 1 contre 1. Black Christian, son aventure WWE l'a fait beaucoup de bien au point de vue charisme, je trouve. Il en a clairement bien gagné. Il y a plein de beaux moves, c'est super bien rythmé, c'est un super match, franchement. Et puis pour mettre over Black Christian, Lio Rush il a fait le taf comme jamais quoi. Et vous savez, je le dis souvent dans les reviews de All Elite Wrestling, je suis très triste le fait que Lio Rush va pas reconduire son contrat chez All Elite. Après il a fait le con, hein, c'est lui. Mais moi le catcheur en lui-même, j'adore ce catcheur, je le trouve vraiment très très bon. Il sait faire du catch spotty en même temps, la construction du match sur le ventre de Lio Rush, et en même temps Lio Rush qui fait ses comebacks sur le ventre de Black Christian est vraiment cool. Et franchement ce match-là, j'ai mis 4, mais je pense que je pourrais même limite mettre 4,25 quoi. Comme dirait quelqu'un qu'on aime beaucoup, à savoir Max, je suis à un bon 4+, quoi. Ouais, bah. Moi, je suis à 4,25 même. Moi, ouais, moi je le mets alors le 4,25 aussi. Ouais. Voilà. J'hésitais. Mais non, le match est très très bon. Comme tu dis, Black Christian, ça lui a fait énormément de bien à NXT, malgré tout. Merci, Triple H, Ouais, il en tire quand même quelque chose de positif. Lio Rush a été très professionnel et s'est couché et s'est donné à Black Christian, tout simplement. Il a tout fait pour le mettre over. C'est très bien. La victoire de Black Christian, très content. Très très content. Il lui fallait une grosse victoire pour la suite. Pour Gresham déjà. Pour qu'il soit crédible. Sachant qu'aussi maintenant, il y a quand même un énorme changement chez Game Changer. C'est que le titre World n'était pas forcément accessible pour des catcheurs comme Black Christian. Mais non Deathmatch. Maintenant, clairement, le titre World n'est plus un titre Deathmatch. Ou peut-être quelques exceptions, peut-être que ça arrivera, mais ce n'est plus un titre Deathmatch. Donc ça peut ouvrir des portes à un Black Christian pour aller au main event. Totalement. Et c'est ça toute l'intelligence de Game Changer, c'est que maintenant, c'est une vraie promotion indépendante avec un champion qui sera pas forcément, il pourra être Deathmatch, mais il sera pas obligatoirement Deathmatch. Tout comme ce qu'a fait ECW à l'époque où c'était pas ça n'a pas été les catcheurs les plus extrêmes qui ont été champions ECW World, tu vois. Et ils ont surtout sorti le titre de Alex Colon, j'ai oublié le nom. Le Ultra Violent. Ouais, le Ultra Violent qui a été créé il y a quelques mois, au Spring, le dernier WrestleMania Weekend, qui fait que maintenant c'est la transition du vrai titre Deathmatch, ça sera celui-là. Le extrême de PCO, c'est encore autre chose. Je suis pas sûr qu'il est sur Edgy Grave. Hein. Ouais, oui. Je suis pas sûr que ça reste longtemps d'ailleurs. Je pense que les deux à un moment vont fusionner parce que ça n'a pas de sens. Moi je pense que Edgy Grey, parce que donc on l'a dit tout à l'heure, il a gagné le ladder match, donc il va pouvoir défier quelqu'un pour le titre. Le beau truc serait que Edgy Grey aille vers le titre World, on va dire, et pourquoi pas faire perdre même Moxley. Mais il a le niveau catchesque pour être largement dans un main event. Donc je pense qu'il va aller sur le World. Mais je pense que le extrême devrait fusionner avec l'ultra violent. Ça n'a pas de sens d'avoir les deux. Ouais, c'est pour ça que pour moi, soit il va vers le World parce qu'il aurait clairement les possibilités d'aller vers le World et même d'aller chercher Moxley parce qu'il a la popularité, il est bon. Oui, il n'y a pas de problème. Ou soit il va vers Colon avec l'ultra violent, même si de ce qu'on a compris, l'ultra violent, ça sent Murdoch, voilà. Ouais, qui serait bien. Ouais. Ce qui serait logique. Oui, clairement.
Donc voilà, donc ça sera à suivre, mais en tout cas un excellent match, ce Lio Rush Blake Christian qu'on recommande nous deux. Ouais. Clairement le meilleur match point de vue in-ring dans le show, je pense. Oui, facile, Enfin, sans aucun problème. Après, Oui, en un contre un, oui, sans aucun doute. Voilà. oui. Après, peut-être les ouais. Mexicains, point de vue in-ring, bon. Mais Ouais, c'est c'est un costaud style aussi. particulier, quoi. Voilà. Ouais. On passe peut-être avec le meilleur match du show point de vue in-ring, mais pour moi, mon match de cœur préféré. Et quelle surprise, j'aurais jamais pensé dire ça, je vous le dis. Hein, parce que moi, clairement, sur le papier, tu me dis, il y a ce match-là, Janela contre Matt Cardona. Je fais franchement, Janela, j'ai adoré le catcheur dans le passé. Là, on peut pas dire qu'il est mis en avant du côté de chez All Elite. Il est là pour jobber. Et chez Game Changer, je regarde très peu ce qu'il fait parce que je regarde que le deathmatch chez Game Changer pratiquement. Il Quoi. est pas trop là. Hein. Il est moyennement là depuis Il fait quelques les temps affiches, aussi. quoi. Ouais, c'est ça. Il fait des matchs, mais bon, il est pas marquant, quoi. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que moi, déjà, Matt Cardona, le mec est quand même chaud, quoi. Le mec, il s'est réinventé de ouf et il comprend tout au business, quoi. Le mec, Ouais. il aurait pu être clairement champion WWE sans aucun problème. Bah, il a. Ouais. Moi, je suis ultra fan de ce que fait Cardona chez JCW depuis le début. Hein. Dès le premier jour, j'ai adoré cette 8, ce truc qui dénote le gars mainstream qui arrive et qui envoie chier tout le monde, c'est génial. Quoi, un peu. Voilà, vraiment l'anti-indie même tout court, ça va encore plus loin que ça. Et non, il est génial, c'est un trou du cul de première, il a détesté, les gens adorent le détester, ils l'adorent les gens. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il se déplace pour lui quand même, donc c'est ça qui est fort. On va pas revenir sur sa carrière VVE, je pense qu'ils ont raté quelque chose d'énorme, et c'est pas la première fois parce qu'il avait des super idées déjà là-bas et on l'a jamais laissé faire. Et non, moi j'attendais un. Je suis pas fan de Janela, mais Cardona, j'adore ce qu'il fait, donc j'attendais un super match avec un bon délire, et c'est ce qu'on a eu en fait. En fait, on a eu des références dans tous les sens. Alors, c'est ça, parce qu'il arrive déjà avec. Je sais pas pourquoi, mais il arrive déjà avec une chemise à la Mick Foley où il écrit Fuck Mick Foley dans le dos. Déjà, je pense que Mick Foley a dû lui mettre un tacle dans son podcast ou quelque chose dans le genre, je sais pas. Il y a ça, et puis il y a aussi que Mick Foley a commenté de la Game Changer, je sais plus quel show. Il était au commentaire, donc peut-être il y avait eu un tacle à ce moment-là sur Matt Cardona. Déjà, juste à l'espace de l'entrée, t'as des références de partout. Il rentre avec Hunter Sandman un peu modifié parce que les droits de Metallica ils vont pas les acheter, donc c'est un autre band qui reprend Hunter Sandman. Hunter Sandman, c'est la musique donc de Metallica, mais c'est surtout la musique légendaire de l'entrée du Sandman. Et dans une salle comme ça au Hammerstein, clairement, bah voilà, ça tout de suite le public a réagi. T'as ça, il a un t-shirt If Cardona. Il rentre sur scène. Il fait Hunter Sandman, mais il rentre par la scène, il rentre pas par le public, donc ça rend fou les gens. C'est ça, bien sûr. Il a un t-shirt If Cardona wins, we Riot, exactement comme la bannière qu'il y avait eu de John Cena. If Cena wins, we Riot. Et il y a une bannière exactement pareille qui a été mise dans le public. Enfin, déjà, il y a juste l'entrée, il y a 5-6 références sur le monde du catch qui sont exceptionnelles. Il y a Chelsea Green avec son collant qui est c'est un différent, mais c'est le collant qu'il y avait au début de carrière quand Zack Ryder est apparu au CW. Ouais. Je parle pas de Major Brothers, mais après, quand il arrive à CW, son truc I2 mi-short, mi-pantalon long, et elle a exactement le même. Enfin, c'est vraiment. Attention, hein. Il y a un catcheur français qui a des tenues comme ça. Ouais, mais faut qu'il arrête. C'est Rick Salem. Oui, je sais. mais c'est pas pour autant que c'est beau, je suis désolé, Rick, si tu nous écoutes, mais je trouve ça pas beau. Hein. Entre le short et le pantalon, il faut choisir. Il faut choisir, hein, voilà, au bout d'un moment. Moi, je vais avoir un t-shirt comme ça et de l'autre long, tu sais. Voilà, mais très loin. C'est clair. Non, mais ouais. Donc, déjà, t'as ça, et même, il y a une promo avant le match, et dans la promo, il y a déjà une référence à un moment où, en gros, il y a Joey Janela qui a envoyé des photos de lui avec Chelsea Green, où ils sont en train de manger des fruits au bord de la piscine. Et c'est encore une autre référence. C'est une référence à la grosse rivalité qu'il y avait eu entre Macho Man et Ric Flair dans les années 90, où Ric Flair avait été pris en photo pareil avec Princesse Elisabeth en train de manger des fruits. Et du coup, les photos étaient sorties dans des magazines, je crois, à l'époque. Et en gros, Macho Man avait vu ça et tout
tout ça. Et c'est encore. Donc là, on n'a même pas commencé le match, t'as 6-7 références déjà. C'est ça, c'est un gros délire. Ouais. C'est un énorme troll, c'est un gros troll du mainstream. Ouais. Tout le match. C'est ça, Ouais. et c'est ça qui est excellent dans ce combat, parce que le plus important, c'est pas le catch en lui-même. Si t'as pas tout ce qui se passe autour, tout le fait qu'on est au Hammerstein, le fait que Cardona s'introduit du cul, tout ça, le match en lui-même, c'est 3-25, tu vois. Oui, c'est ça. Au point de vue in-ring. Mais c'est pas ça le plus important. Et Cardona et Janela l'ont compris. Ils savent qu'au point de vue in-ring, ils vont pas te sortir le meilleur match in-ring. Ils le savent très bien. Donc ils ont mis tellement d'artifices autour que c'est juste génial. C'est overbooké à fond. On va y revenir bien entendu sur tout ce qui se passe. Mais le match est overbooké du début à la fin. Je comprends que quelqu'un me dise, moi j'ai trouvé ça à chier parce que j'aime pas l'overbooking et tout ça. Mais moi personnellement, c'est ce que j'avais envie de voir à ce moment-là. Ouais. C'est ça. C'est qu'on n'aime pas, ok. J'ai vu sur Twitter, c'est toujours la même chose de toute façon, surtout quand c'est Cardona. Qu'on n'aime pas, d'accord, je peux comprendre. Déjà, si vous aimez pas un match de Cardona chez JCW, vous zappez. À moins que vous le regardez en live, vous zappez. Je sais pas pourquoi vous forcez à regarder ça. Ouais. Et je vois des trucs où je comprends pas la chose, je comprends pas machin. Bah, si vous comprenez pas, je suis désolé. C'est facile à minimum. comprendre. Là, on a tout expliqué. Là, il y a quand même, je sais pas, faut une remise en question au bout d'un moment, les gens. Je suis désolé, mais que vous ne l'aimiez pas, ok, mais que vous défonciez ce match, non, parce que si vous aimez pas, vous ne regardez pas, à moins que vous l'ayez vu en live, mais je pense pas que dimanche au milieu de la nuit, grand monde l'ait vu sur Fit TV. Donc, mais non, parce que l'histoire, elle est ultra simple. Janela, c'est l'une des têtes d'affiche de Game Changer qui représente vraiment Game Changer Wrestling dans son côté aussi, qui a fait la popularité de Game Changer Wrestling. On l'a dit, Janela a créé le Spring Break qui a permis de sortir Game Changer de cette image deathmatch. Et là, il y a un mec qui est là, qui trouve ça pourri, qui est là juste parce que c'est de la merde et qui se la pète et tout ça. Et c'est juste la simplicité, c'est simple. Et ils entourent tout ça de références aux fans de catch et qui prouvent encore une fois que Game Changer est là pour les fans de catch. Clairement. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas l'intention de faire du mainstream. Demain, Jeff Jarrett était là, c'est clairement juste pour rigoler et c'est juste une private joke pour les fans de catch, point barre. Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui branlait là ? Clairement, on y reviendra après. Mais dans l'idée, moi, ce match-là, je l'ai adoré. Le match est ultra simple. Il y a des spots avec des tables, etc. Il y a des références à ce qui s'est passé auparavant également. Mais il y a un moment où, en gros, il y a Cardona donc, il y a des prises. Genre, il y a un Death Valley Driver sur une porte de Janela. Donc, il porte le Death Valley Driver sur Matt Cardona. Il domine un peu, Cardona revient avec un Tope con Hero. Et là, t'as un moment, t'as Cardona, donc il va pour frapper Janela avec une chaise. Et Chelsea Green, elle arrive, elle dit non, mets pas de coup de chaise, Et là, elle lui met un gros low blow. Et on fait waouh, putain, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc Janela est un peu couillon, il est content, tu sais, il se dit ah putain, trop bien et tout. Et monte sur le coin. Et Chelsea Green pousse Joey Janela du coin et le fait tomber sur ses parties. Et là, Cardona, il arrive, fait hey, j'avais une coque. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un peu tous les trolls, des turns qu'il y a eu, des copines. Turns féminins et tout, il y en a tellement eu des trucs comme ça. Bah ouais, Jericho Christian, ça veut dire 20 par exemple. Typiquement, oui, mais c'est vrai, c'est un énorme troll, c'est très drôle. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'était bien. Il y a le retour de Janela avec une superplex. Les deux hommes sont au sol. Clothesline, German de Janela, etc. Là, on a Mark Sterling. Donc Mark Sterling qui est ces temps-ci connu pour être le manager de Jet Cargill du côté de All Elite. Mais chez Game Changer Wrestling, je crois qu'il a le personnage de l'avocat de Cardona ou un truc comme ça. Je pourrais pas vous dire, encore une fois, je vous le dis. Moi, je suis ce qui se passe chez Game Changer, mais je regarde uniquement tout le temps les shows deathmatch ou les gros shows comme celui-là, le Spring Break, etc. Et donc, du coup, voilà, donc Mark Sterling qui arrive là. Et en gros, Janela voulait prendre le titre internet de Matt Cardona et le taper avec. Et Mark Sterling lui dit non, arrête de vouloir le taper avec le titre et tout, lâche le titre. Et il a dit si tu continues comme ça, je vais faire venir Vince. Et donc du coup là il arrive, fait ouais tu veux pas, ok Vince viens. Et là t'as la musique de Vince McMahon
Jensen L. Hammerstein. C'est ça. Chez JC Dub, c'est incroyable. Qui commence à sonner, tu fais what the fuck, et là t'as un mec qui arrive tout bizarre, parce que bon, quand on sait qui c'est pas étonnant, parce que le mec il fait un peu pite, mais bon, il joue là-dessus. Et en fait, donc t'as un mec qui arrive avec un gros masque de Vince qu'on peut acheter dans les trucs de farce et attrape, et donc c'est bien un Vince parce que il enlève le masque, et c'est Vincent. Et Vincent, c'est tout simplement également quelqu'un qui est connu sous le nom de Virgile, qui était en gros l'un des hommes de des laquais, des laquais de DiBiase. C'est ça, des laquais de Ted DiBiase. Et pour la blague, en fait, Virgile a été appelé Vincent chez WCW quand il a quitté WWE pour aller chez WCW. Il s'est fait appeler Vincent parce que, comme Vincent Kennedy McMahon, et quand il est retourné, et quand il était chez WWE, Virgile, c'était en fait le nom du... c'était le deuxième prénom de Dusty Rhodes ou un truc comme ça. Donc en gros, Okay. quand il était chez WWE, il avait le deuxième prénom de Dusty Rhodes. Et quand il est arrivé chez WCW, ils l'ont appelé Vincent par rapport à Vincent Kennedy McMahon. Et donc effectivement, c'était un Vincent. Bon, c'était pas celui qu'on pensait, mais c'était un Vincent. Donc voilà, donc ça. C'est drôle, ça. Donc ça, c'est drôle, c'est le gros moment. Et puis ça fait rire. Puis Virgile, on sait qu'il... c'est un Marcus, peu barré. Ouais, Marcus Papa m'avait raconté qu'il avait fait un endroit là, j'ai oublié les mots, où tu peux signer avec des catcheurs et tout, une convention. Il avait fait une convention et Virgile vendait ses photos $10. C'était le moins cher de la convention, mais parce que personne ne voulait prendre des photos avec lui, quoi. Tu vois ? Bah oui. Parce que tout le monde s'en branle de Virgile, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu le mec qui fait un peu pitié, quoi. Ouais. C'est triste même, mais bon, c'est mais drôle. Oui. Il en joue. Hein. Il en joue. Ouais. C'est ça, il en joue. Et en fait, Virgile, en fait, est dans la storyline, je crois, considéré comme un ami à Joey Janela. Virgile avec aussi un autre qui avait fait un Backyard Wrestling, qui avait sorti le gun là, je sais plus, un gros un black là, tu sais, je sais plus son nom aussi, mais un mec qui catch dans Backyard Wrestling souvent, enfin bref. Donc il y a ça, donc c'était un coup monté de Cardona, il tente un roll-up mais near fall de Janela, et là Cardona saigne du nez, il a dû prendre un mauvais coup un moment, je sais plus trop comment. Janela, donc du coup il veut partir sur le ring. Donc on sort d'un happening, hein. On est à 5 minutes du truc de Vince, il va sur le ring, et qui c'est qui a sur le ring ? Swaggle qui est là. Ça s'arrête jamais ce truc. Ah, c'est pas fini en plus. Hans Swaggle qui arrive, et là on a Steakhouse, Steakhouse, c'est je sais plus son nom. Sam Steakhouse, ouais. Ou Sammy Steakhouse. C'est Sam là en tout cas. Ouais, Sam, ok. Donc c'est un backyarder, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, alors pour ceux qui sont pas au courant qui était ce mec-là, il fallait suivre hein, pour avoir toutes les références pour le coup. Steakhouse, en fait, c'est un mec que Cardona avait défié. En gros, il avait fait un open challenge dans un show de Game Changer Wrestling quand il était champion. Et il y avait ce mec-là qui était au premier rang, et il a dit ah, viens sur le ring, et il avait combattu contre et en fait, je crois que c'est Cardona qui l'appelle Steakhouse parce qu'il était gros en fait. Donc du coup, voilà. C'est bon, il a gardé ce nom, du coup. Ouais. Du coup, il a gardé ce nom-là. Et donc, du coup, Steakhouse arrive et il s'attaque à Swaggle. Il y a Swaggle qui prend un coup par Steakhouse. Steakhouse, lui, il veut faire un moonsault et il réussit son moonsault. Mais heureusement pour Swaggle, il s'était barré. Voilà. C'est ça. Heureusement. Hein. C'est ça. Et là, Swaggle, c'est clair. Et là, Swaggle, il arrive, il est sur le ring, il fait des fucks à tout le monde et tout ça. Et on a le retour, vrai retour, on va dire, même s'il était déjà revenu, de Mark Austin, parce que Mark Austin, ça a été annoncé, il va pas re-signer avec All Elite Wrestling. Ouais. Et donc, on peut dire que c'est son comeback du côté de chez Game Changer Wrestling. Mark Austin arrive et s'attaque à Hans Swaggle. Je pense qu'il y aura un match. Je le vois bien. Ah oui. Bah oui, bon, pour le délire, ouais. On va faire ça. Ouais, c'est clair. Faut savoir que Swaggle est plus lourd que Mark Austin, j'ai l'impression. Ouais, et puis au point de vue de la taille, ça se joue, hein. C'est pas très loin. Ouais, c'est kiff. Hein. C'est clair. Donc voilà. Donc on a un double spot entre Janela et d'un côté qui fait un elbow sur Cardona du coin vers l'extérieur du ring, sur Cardona qui était sur une table, et on a un stomp de Mark Austin sur Swaggle qui était sur une table dans le ring.
Derrière, on a un coup de ceinture internet j'ai oublié le nom de Chelsea Green, pardon. C'est le gars, ouais. Un coup de ceinture internet de Chelsea Green. Et Cardona porte un coup de chaise sur Janela. Cardona, il fait un FU ou un AA. Pour rappeler un peu John Cena. Donc sur Janela sur une chaise, il y a des portes qui sont sorties. Green vient porter un coup de kendo à Janela parce que Janela avait repris un peu l'avantage. Janela sent plus les coups, il porte un pile driver sur Chelsea Green. Janela a l'avantage et là il y a un mec en casque noir et en blouson en cuir noir qui arrive sur le ring. Et si vous n'avez pas l'image, même si je pense que ça doit vous dire quelque chose, est-ce que tu peux le rappeler, Fab? Pour l'histoire, bah déjà, à l'origine, je crois que c'était des gardes de Paul Heyman à l'époque ECW. Déjà à la base de la base. Et en fait, à One Night Stand 2, je crois que c'était le deuxième 2006, ouais. en 2006. John Cena affrontait Rob Van Dam pour le titre CW dans le fameux match au Hammerstein. Et en fin de match, un homme apparaît comme ça, il porte un énorme spear sur John Cena et qui lui fait perdre le match. Et quand il retire le casque, et bah, c'était Edge. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que le truc qui est drôle aussi, c'est que donc Edge, à la fin du show, il est hyper over, hyper aimé. Alors qu'il est détesté une heure avant. C'est ça, Mais alors que comme jamais. juste avant, il avait trahi Terry Funk et Tommy Dreamer et il était en équipe avec Mick Foley dans un super Voilà. match. Et il avait même fracassé la femme de Tommy Dreamer, j'ai oublié son nom. Beulah. Ouais, Beulah, ouais. C'est ça. Et donc c'était un six-man intergender. Hein. Il y avait Lita de Ouais, côté avec c'était Mick un Foley et six-man. Edge contre. Ouais, match bien violent même. Ouais, un très très bon match avec Terry Funk et Mick Foley qui bump comme des gros porcs là. Enfin bon. Oui. C'était vraiment un bon match. Et donc là, c'était pas Edge, ça aurait été encore plus what the fuck. Et c'était Brian Myers. Et encore une référence. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, même si je pense que vous êtes au courant, Brian Myers et Matt Cardona ont commencé leur carrière comme les Edge, je crois c'était le nom de l'équipe. Edge, ouais. Bah, au départ, c'était les Major Brothers. Ok. Et c'était Brett et je sais plus, le Brett machin et l'autre machin, Major, qui ils jouaient les frères de Blondinet. Et au final, ils ont fini comme une espèce de sosie de Edge dans un match contre Rey Mysterio, je crois, c'était. Et quand il était pour un titre de champion du monde, où il avait truqué le match, en fait, ils s'échangeaient sur le ring, on comprenait pas, ils étaient tous habillés en Edge, ils se ressemblaient comme tous, ils étaient tous blonds, des cheveux longs et blonds. Ils se ressemblaient tous, et ouais, c'est la tag team Cardona et Myers à l'époque. Donc Ryder et. C'est quoi son nom? Hawkins. Non. Kurt Hawkins. Si, Kurt Hawkins. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est la grande équipe et référence en plus Edge. Tout. Il y a vraiment. Mais quand on vous dit qu'il y a plein de références dans ce combat, on n'a pas mitonné. Hein. Il y a que ça. C'est pour ça que je prends le temps parce que ce match-là, c'est vraiment le seul match intéressant. Au final, après, ça va aller vite. Hein. Mais donc ça et donc leg lariat sur une table, donc son finish à Cardona pour finir et donc il gagne le match. Donc là, tu dis putain, ils ont osé faire gagner Cardona. Mais c'était pas le dernier, truc. Non. À la fin, on entend une musique dérivée en tout cas, mais on entend Are you ready? En gros, et là on se dit merde, il se passe encore. La Hammerstein se transforme en vert, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est X-Pac qui arrive, ou sous le nom de X-Pac, il arrive même pas sous le nom de Shane Whitman, les commentateurs l'appellent X-Pac. Et X-Pac arrive en mode délire et ravage la gueule. Il fait le ménage et il relève Janela, je crois qu'ils fêtent ensemble sur le ring. C'est ça. Et on peut s'attendre à X-Pac Janela contre Cardona et Myers, Et Myers, je pense. Moi, j'ai adoré ce combat. C'est complètement what the fuck, mais je pense que je pourrais me le remater de temps en temps pour passer du bon temps. C'est pas un grand combat in-ring, mais c'est tellement n'importe quoi. C'est ce que je voulais en fait d'un show de Game Changer qui a pas la possibilité de faire du deathmatch, c'est de te surprendre avec d'autres possibilités. Et là, ils l'ont fait tout le long du combat. Et c'était génial. Moi, j'ai mis 4, mais je recommande clairement. Après, je pense qu'il faut avoir tous les refs. Nous, on les avait pratiquement tous, je pense. On a eu pratiquement tous les refs. On en a peut-être loupé encore, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Mais moi, j'ai adoré ce combat. La débilité, comme j'aime. Ouais, c'est un bon 4 aussi, j'adore. En fait, moi, ça me rend nostalgique parce que l'année 2006-2005,
chez VVE, c'était pour moi des magnifiques années avec les règnes de Edge, Senna et tout ça. Et voir toutes ces références, ça donne un côté nostalgique et c'était beau. Et non, c'était très bien. Et tu sens que l'intelligence de Cardona et l'intelligence qu'il a dans le booking. Et même Janela, c'est ce qu'il faut faire pour faire le buzz. Dans le booking, ouais, il a toujours été très intelligent. Et on les laisse faire, c'est des showman en fait. Ouais. Tout simplement, c'est des showman et quand on les laisse faire, ils arrivent à faire des ovnis, mais toujours très drôles en fait. C'est ça. Donc c'est magnifique. Ouais. Bah, c'était un très bon combat, clairement. Oui. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Voilà. Ouais. C'est un match détente. Ouais, faut se détendre, pas sérieux. C'est ça. Et de toute façon, rien n'est sérieux chez JC-Dub en termes dans la carte. Tu regardes, il faut pas y regarder sérieusement. Ça sert à rien. C'est ça. Et en parlant un peu de trucs un peu what the fuck, on a Mance Warner qui arrive dans le ring, donc un des gros oubliés parce qu'il est blessé aussi. Il est interdit de combattre, il a une grosse blessure. Donc il fait une promo pro JCW, clairement, où il dit que c'est la meilleure compagnie indépendante, tout ça. Et là, on les avait pas eu encore dans le show, ils avaient pas de place, c'était 4 Wedge. Alors, rapidement, la 4 Wedge, c'est quoi? Si vous avez jamais vu, encore une fois, j'essaie d'expliquer, mais 4 Wedge, c'est un peu considéré comme la NWO du Deathmatch Wrestling, on va dire ça comme ça. Et en gros, c'était le clan de Hill qui cassait les couilles à toutes les promotions de Deathmatch. IC-Dub, Mid-South, ils n'ont pas été chez CZ parce qu'on s'en branle, mais H2O, là ces temps-ci, ils sont beaucoup chez H2O, et également ils ont été très longtemps là, en 2020 du côté de chez Game Changer Wrestling avec le règne moyen de Ricky Shampeage, le leader de 4 Wedge. Et donc, il y a peu de temps, quand Nick Gage a gagné contre Ricky Shampeage s'est fait virer de Game Changer, donc il y va plus. Il y est chez Jersey Championship Wrestling, d'ailleurs, au passage, c'est ça. Ouais. Et surtout, ils sont tous partis du côté de chez H2O, ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait. Ouais, mais ça, c'est déjà fini. Ah, c'est déjà fini, ok. Bah, ça a duré pas mal de temps quand même. Hein. Ça a duré 6 mois à peu près. Et là, Matt Tremont a repris la main. Ils sont en train de se faire éteindre chez H2O aussi. Ouais. Mais ils avaient leur propre entrée, ils avaient leur propre vraiment NWO clairement. Ouais, c'est ça. Matt Tremont qui avait arrêté sa carrière sur un match contre Ricky Shampeage et qui est revenu et a repris le titre sur Ricky Shampeage. Bon, je vais pas revenir sur le fait que je suis déçu de Matt Tremont, même si je suis quand même content de le revoir, on y reviendra tout à l'heure, même si c'était que 5 minutes. Le peu que j'ai vu de lui, je comprends pourquoi je l'aime bien. Donc voilà, donc il y a une bagarre qui éclate avec 4 Wedge et tout ça, et la lumière s'éteint. On s'en doutait clairement qu'il y aurait un truc avec un ancien de ECW. Voilà, franchement, ça faisait du sens. On a eu donc Sabu et Bill Alfonso, enfin plutôt Bill Alfonso et un Erzat de Sabu. Parce que Sabu, avec le masque, malade, enfin, on sent qu'il est fatigué, pas bien. Ouais. Et il a rien fait, il a même pas lancé la chaise, que dalle. C'est Bill Alfonso qui jette la chaise, je crois. Il a peut-être jeté une chaise, mais. Ouais, vite fait, il est fatigué, quoi. Il est là, c'est la Merstein, il faut les anciennes grosses têtes de ECW, il en fallait au moins un. Ouais. Ils l'ont pris. Je sais pas si c'était jouable parce qu'on sait qu'il a un contrat avec WWE, mais j'aurais préféré RVD, pardon. Ouais. Après, mais c'est étonnant qu'ils aient que lui, quoi, en fait. Durant tout le show, et je crois pas qu'il y en ait eu. Non, il n'y a rien eu. Il fallait pas trop en faire, mais on le savait tous que c'était un truc avec beaucoup d'hommages à ECW et tout ça. Ils ont pas arrêté de le dire, tu vois. Même leur nouveau t-shirt, c'est le logo ECW marqué Fucking W, quoi. Ouais. Donc, non, mais bon, voilà. C'était un moment sympa. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. On arrive à un match que toi t'attendais peut-être pas mal. Ali Catch contre Rubisso, non, pas du tout. Non, pas trop, non. Non, pas trop. T'es pas un grand fan de Ali Catch? J'aime bien Ali Catch, mais bon, le match a pas été travaillé du tout. C'est un peu à l'arrache. Et Rubisso, j'aime bien, mais c'est pas sans plus, quoi. Bah, l'histoire, elle était simple. C'était que Ali Catch, en fait, c'est la seule femme du roster habituel de Game Changer Wrestling. Ils ont aucune division féminine, Game Changer Wrestling. La seule qu'on voit, c'est Ali Catch. Et Ali Catch, c'est clairement la chouchoute du public. Elle est là, c'est la meuf qui est aussi supportée qu'un FI, quoi. D'ailleurs, c'est un peu surprenant de mettre ces 2 matchs d'affilée et surtout d'avoir fait perdre les 2, en fait. Ouais, même je reviens même sur ça. Quand on voit j'y ai pensé ce matin en travaillant un peu sur le truc. Quand on sait qu'il y a eu des gros problèmes de timing sur la GCW et sur ce show et que les matchs ont été raccourcis à mort,
Je vois même pas pourquoi ils ont pas fait un tag team en fait Ouais. avec ces deux, celui-là et le match suivant, qui aurait été logique, qui aurait pas été choquant. On aurait pu mettre. Rubisso, elle avait peut-être pas envie d'être en équipe avec Jeff Jarrett, quoi. Bah ouais, mais on aurait pu la faire un peu heal en indie, c'est pas grave. Ouais. Elle est en indie, en plus elle gagne, donc AEW aurait pas été contre. Donc non, au niveau du timing, ça a été une erreur je pense, de mettre les deux matchs. Je comprends qu'il faut mettre un match féminin, mais il aurait fallu mettre un tag team. Ouais. Je pense qu'ils voulaient mettre un match féminin. Single et pas un match intergender. Et c'est pour ça qu'il est là, mais je pense que ça aurait été mieux de mettre un tag team, ça aurait été même plus intéressant au niveau des matchs en fait. Et l'histoire, elle est simple, c'est que Ali Catch, c'était son dream match, c'était contre Rubisso. Voilà. C'est bon. Voilà, pas besoin d'en dire plus. C'était ça l'histoire. Ils ont fait un match plutôt solide. Ça a duré combien de temps? 9 minutes. 9 minutes. Je vais pas revenir sur un des défauts que j'ai avec beaucoup de nanas, voilà, mais Ali Catch, bon, elle est pas in shape, ça peu importe, ça c'est pas grave, elle est comme elle est, ça aucun problème là-dessus, je m'en fous. Même si pour certains peut-être qu'ils trouveront pas ça joli. Personnellement, encore une fois, ça me dérange pas, mais je peux comprendre que ça embête. Elle a le souci du slip string. Ça me dérange plus que le ventre qui dépasse, personnellement, tu vois. En fait, Ali Catch, c'est une bonne catcheuse. Elle est plutôt charismatique et tout, mais elle est pas du tout in shape. Et tu comprends pourquoi elle est en indépendant, en fait. Oh oui, elles s'en foutent mais en fait. Elle le dit elle-même, elle s'en fout. Voilà. Elle se cache pas, ouais. On la voit durant les shows en train de se taper des bonnes grosses bières durant tout le show autour du ring. Et c'est son C'est personnage. quelqu'un qui vit bien et qui a pas envie de. Sa vie lui convient comme ça, son niveau de carrière lui convient très bien et puis heureuse comme ça. elle fit parfaitement avec Game Changer Wrestling. Elle est clairement Oui, dans voilà. l'ambiance du truc. Donc Oui. on a un bon match. 10 minutes, c'est assez, je pense. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Non, c'est un bon petit match féminin. Rubisso carry bien le match. Le match est plutôt équilibré quand même. Très axé gros spot quand même. Il y a des spots P-Driver, tout ça. Le match se finit avec une tentative de P-Driver sur le coin de Ali Catch, contré en No Future, donc son finish à Rubisso de la 3ème corde pour la victoire de Soho. Mais Ali Catch, malgré qu'elle perd le match, voilà, c'est la face de l'histoire. Rubisso se fait huer et même elle le sait. Quand elle gagne, elle sait qu'elle va se faire huer parce que les gens voulaient voir Ali Catch gagner. On sait très très bien pourquoi Soho a pas perdu. Je pense qu'elle aurait bien voulu, mais à mon avis, All Elite a dit oui, vous avez Soho, mais elle perd pas, quoi. Puis c'est tout. Ouais, c'est pour ça qu'on aurait dû le mettre en tag team. Et avec la gimmick de Jarrett qui a l'air puissant, ça aurait pas été déconnant que Soho et Jarrett gagnent ensemble. Ouais. On peut la mettre heel, c'est pas grave, c'est pas la première fois que des catcheurs sont heel d'un côté et face dans une autre compagnie, ça arrive souvent, donc c'est pas grave. Vu que Ali Catch, elle est clairement over de ouf, quoi. Oui. Donc du coup, ouais, non, c'était un choix particulier d'avoir mis ces deux matchs d'affilée, surtout, je pense. En Parce plus, que ouais. c'est les deux favoris. Effie et Ali Catch, c'est vraiment les deux des personnages les plus over de la promotion, quoi. Ouais, ils portent aussi. C'est aussi des égéries LGBT. Je crois qu'Ali Catch aussi, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Donc, ces deux gros égéries, ils sont très populaires pour ça. Et oui, c'est étonnant. En plus, je trouve que c'était à Place du Mort. On les a vraiment placés à un endroit assez. Entre les gros matchs overbookés que les gens attendaient avec Cardona et tout ça, et derrière les deux main events, c'est compliqué, quoi. C'est de la Place du Mort. Ouais, c'était un match quand même pas mal. J'ai mis 3,5 moi, personnellement. Moi, 3,25. Ok, toi t'as un peu moins apprécié. On va enchaîner avec le match d'après. C'était Effie contre Jeff Jarrett. Et donc, bon, on n'a pas suivi l'histoire, mais en même temps, de ce que j'ai cru comprendre, l'histoire, il n'y en avait pas en fait. Non, Jeff Jarrett a débarqué il y a deux shows, il y a 2-3 semaines, même pas, ouais, c'est ça. Je crois il s'en est pris à Ali Catch en premier, il me semble. On sait pas trop pourquoi, et je suis méchant, je suis pas gentil, quoi. Mais vraiment, c'est typiquement le heel des années 80. Bah, c'est le heel Jeff Jarrett, quoi. C'est un peu le heel Jeff Jarrett, mais un peu plus sombre que d'habitude. Et là, il est brutal, agressif, et il affrontait un Effie qui voulait venger, entre guillemets, Ali Catch, forcément. Ouais. Et j'ai pas compris déjà pourquoi il était là. Parce que... Et personne ne sait vraiment pourquoi il est là, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison, il est là, il a décidé de venir, et puis voilà, quoi. Et puis, pourquoi il avait la tenue de l'Undertaker?
Je sais pas, il a un côté sombre. Je sais pas, j'ai jamais vu. Je Putain, comprends mais pas. c'est le Deadman, c'est quoi? C'est le Deadman blond, je sais pas, mais. Ah, c'était vraiment pas, c'était vraiment à chier comme match. Non, et c'est pas bien, c'est vraiment le vieux Texan. Il est pas Texan, mais c'est le vieux Ouais. cow-boy, on va dire, entre guillemets. C'est le vieux cow-boy des puis- années 80 avec sa ceinture et qui tape. Enfin Ouais. voilà, il a sans charisme parce que je suis désolé, j'arrête, il a pas de Et- charisme ce type. Et le Et- truc, c'est que moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que les mecs, donc là, il avait donc sa musique. Franchement, pour moi, l'un de ses points forts chez TNA et Jeff Jarrett, c'était sa musique. Sa musique The World, elle est vraiment bien. Allez l'écouter, elle est vraiment bien. Et là, ils ont pris le pire moment de sa musique, le pipou, 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 pou. Truc sombre, chelou là, et qui est ça- inquiétant. Sauf qu'ils ont fait un remix et il y a que ça dans la musique. Et c'est le pire de la musique. Donc je dis putain, mais pourquoi ils ont fait ça? J'ai rien compris à ce qui se passait. Et franchement, le match, bah, j'ai mis 2,5, mais c'est vraiment pour Effie parce que Effie me fait rire. Mais ça mérite même pas 2,5 quoi. C'est Jeff Jarrett, il fait rien. En plus, il saigne, on sait même pas comment. Coup de Il y a ceinture durant tout le match. Ouais. Tu sais, c'est vraiment le méchant cowboy. Et moi, ça me fait un peu flipper. Hein. Toi, tu dis non, mais moi, je le sens finir au main event, mais je le vois tellement non, gros dans le main event, Jeff Jarrett. Non. TK, il a lavé. Ça dure 11 minutes, mais il punit pendant 11 minutes Effie, Ouais. qui est quand même un gros name de la compagnie. Ça me fait quand même vachement peur. Ça va continuer pour Jeff Jarrett. Il va pas s'arrêter là. Moi, je pense Y a que pas- c'était juste un one shot. Hein. Je pense pas. Moi, je pense que ça va continuer. De la manière où sinon quelqu'un serait venu lui Le casser la gueule Non. ou quelqu'un a fait quelque chose. Moi je dis pourquoi Mm. ça va s'arrêter parce que même le public il s'en... Enfin, c'est à partir du moment où ton public s'en branle, ça va pas revenir. Là c'était juste exceptionnel et voilà, je pense. J'espère, mais moi j'y crois pas beaucoup. Mais bon, Jarrett, non. Ouais, J'ai jamais trop apprécié Jarrett déjà à la base, mais alors là, Hmm. il a Ouais. rien à faire là. Non. C'était nul. Hein. Coup de le finish du show, c'est bien entendu un coup de guitare avec une sorte de reverse STO pour gagner. Voilà, le public s'en branle. Et encore une fois, comme pour Ali Catch, comme ils n'ont pas fait gagner les favoris, mais ils mettent quand même la fin histoire que le public chante la musique de Effie à la fin. Et c'est vraiment, je comprends pas le. Ah, tu pouvais faire perdre Jeff Jarrett. Ah, mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça va continuer. Si Jeff Jarrett a gagné, et fort en plus, il a gagné très fort. Il a puni pendant 11 minutes FI quand même. Hein. Ouais. C'est pas pour rien. Pour moi, ça continue. Et que moi, je te jure qu'il va finir en main event. Non, je le sens. Non. Ça va aller loin, cette Non, histoire. non, moi je crois Il y a pas. il y a un truc, ils sont en train de créer un truc, mais moi j'aime Ils pas. vont Hein, pas c'est- le renvoyer au main event, Jeff Bon, Jarrett. bien sûr que si, ce serait pas Ouais. étonnant. Non. Bon, ça m'étonne. Non, c'est du déni ce que tu fais, mais Non, non, Cardona, il y a aucun souci, mais Jeff Jarrett, quoi. Il est nul, il y a rien. Ah oui, mais il est nul, bien sûr, mais Non, je te dis que je le sens. Je le sens Non, gros. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais moi en tout cas je le sens pas. Et je vous remets la photo un peu du match Effie contre Jeff Jarrett. Donc on va enchaîner avec le match pour le titre GCW. C'était Homicide contre John Moxley. Homicide avait gagné tout simplement le match pour le match. N'importe quoi, une Battle Royale c'était je crois, pour être challenger à John Moxley lors de ce show. Pareil, le match a dû être raccourci pas mal. Il dure combien de temps? Non, bah, ça va en fait. 11 minutes. 11 minutes, ok, ouais. Ça va quand même. Ouais, Je pense, un peu raccourci, je pense, mais pas trop. Quand même. Je Ça pense que va. ça devait être 15 minutes et ça a été raccourci facile. Mais on va dire que c'est pas eux qui ont le plus subi le fait que les matchs ont Oui. été raccourcis, quoi. Oui, oui. Je sais pas sur quel match a pris trop de temps. Peut-être le Cardona Janela. Oui, et même le chat de 14 minutes, c'est étonnant. C'est rare. Donc, ouais, ils ont mal géré leur temps. Ouais. Clairement. Le match Homicide John Moxley, c'est clairement ce que je m'attendais. On a eu une brawl avec du catch très classique, mais plutôt cool. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que c'est ultra classique de ce qu'on a vu de John Moxley. Homicide d'ailleurs aussi, qui est, je crois, Hall of Famer indépendant, je crois aussi. Je crois. C'est possible, je sais pas. Je crois qu'il a été. J'ai pas cette suivi année, du tout les indépendants à du- Hall of Fame, mais. Je crois. Et
Et du coup, que je voulais dire, ouais, le match en lui-même est sympa, c'est une brawl plutôt cool avec de l'intensité, tout ça, mais j'ai l'impression que le public est un peu mort sur ce Fatigué? match-là. Ouais, ouais, c'est fini, là, ils sont Fatigués, cuits. puis ils viennent de prendre 2 clims d'affilée parce que 2 de leurs favoris viennent de perdre d'affilée, quoi. Et j'ai l'impression que ça a un peu joué sur l'ambiance de ce match-là. Et ce qui aurait pu. Et ce qui fait en fait que la fin du show elle finit un peu en nœud de Bouddha, c'est qu'en fait ce qui aurait dû faire le gros truc de hype et tout a été tellement raccourci que le show finit vraiment ouais, en nœud de Bouddha, quoi. C'est fini. Ouais. Donc là, il y a la victoire de Moxley sur Homicide après un bon match, mais rien d'exceptionnel. J'ai mis 3,5. Et Bon, zéro construction, en fait, parce que je ouais. pense que le souci, c'est que c'est un genre de match qui aurait dû être en main event à la base, Mhm. mais ils n'ont pas eu le temps de construire. Je pense qu'ils ont su assez tard que John Moxley allait être disponible pour le Hammerstein. Je pense que ça s'est joué comme ça, donc on a décidé d'un challenger. On aurait pu faire un truc intéressant avec Homicide, mais sauf qu'ils ont été trop courts, parce que je crois que c'est la semaine dernière que Homicide a Ouais. eu sa chance, ou il y a 2 semaines, mais c'était au mois de janvier en tout cas. Donc ça a vraiment été fait de manière à ah, ça y est, on peut avoir Moxley, il est open, on Ouais. va l'avoir pour le Hammerstein, donc il faut absolument le mettre, bien sûr, c'est normal. Ouais. Mais du coup, on n'a pas eu la construction. On aurait eu une vraie construction sur ce match, on aurait pu avoir quelque chose de fou. Ouais, c'est ça. Et puis c'est Mais surprenant de pas le mettre de pas mettre ça en main event, quoi. ouais, bah oui, c'est une erreur, je pense là. Parce que derrière, Bah, c'est pas. si. Ah oui, et non, on sait pourquoi, mais Bah, je- bah si, oui, parce qu'on est chez Game Changer. Et chez Game Changer, quand t'as quelqu'un qui est sur la carte, à savoir Nick Gage, c'est lui le main eventer. Point. oui, c'est ça. C'est le mec que les gens viennent le public vient sur un show Game Changer parce que Nick Gage. Et ça n'a pas loupé. Nick Gage, donc du coup on arrive au main event, hein, on essaye d'arriver, donc on essaye d'accélérer, pardon. Et donc on arrive au main event, donc c'était l'Open Challenge des Briscoe pour les titres de Game Changer Wrestling. Et en fait, donc on savait pas qui ça pouvait être. Alors moi, j'avais parié entre guillemets sur FTR parce que clairement, on sentait qu'il allait se passer un truc entre les Briscoe et FTR parce que FTR était intervenu au dernier show de Ring of Honor, etc. Donc moi, je me suis dit, vu surtout comment que Briscoe était booké, je me suis dit clairement, c'est une affiche de gros show pour Game Changer. Je pense pas que l'élite va aller sur ça parce que j'ai l'impression que FTR avait un autre programme qui se met en place et tout. Donc je me suis dit ça va être pour Game Changer Wrestling, quoi. Et je pense en fait que les Briscoe vont arriver chez l'élite, moi. Moi, je pense que ça va être ROH. Moi, je pense qu'ils vont le faire à ROH. Tu penses que On arrête- moi je pense pas. Je, je pense que ça va être chez Pour les ROH parce que titres, pour les titres de Ring of Honor, parce qu'ils sont champions Ring of Honor toujours, hein. c'est possible. Je Je sais crois. pas, mais ils peuvent les faire s'affronter. Non, moi je les vois bien. Ouais, ils sont toujours champions Ok. Ring of Honor, effectivement. Ils l'ont été juste avant la fin, je Oh, crois. l'élite Mais, lâcherait FTR pour le show retour ouais, de Ring of Honor, ouais. ça me choquerait pas parce que FTR n'a pas beaucoup de programmes. Pas non plus, c'est pas énorme. C'est quand même à l'écart de Double or Nothing. Il y a quand même un bon écart, donc il y a quoi de reconstruire Bah, FTR derrière. y a Révolution avant, ouais. C'est en Oui, mais mars. après le show de ROH, Ah oui, ouais, le 1er avril, ouais. Oui, oui. ouais, le 1er avril, là, on aura déjà eu Révolution de Ouais, ouais. passé. Je pense pas qu'FTR va avoir de gros programmes en ce moment. Moi, je le vois bien plus à ROH. Ça serait pas déconnant, ça ferait une énorme affiche pour ROH et je pense pas qu'il serait contre. Et FTR peut très bien perdre, c'est pas grave. Oui, Je oui, pense. oui. Alors là, ça c'est sûr. Oui, mais j'avais pas du tout pensé au fait que FTR pourrait aller chez Ring of Honor, mais pourquoi pas. T'as raison. Pourquoi pas. Dans l'idée, mais moi je me dis, si les Briscoe demain arrivent sur l'élite, ça m'étonnerait pas trop. Même pour un Ouais, one-shot, pourquoi pas, même pour teaser le match pour Ring of Honor. oui, pour teaser, oui, mais je pense pas qu'il Pour soit faire à une Révolution rivalité. par exemple. Hmm. Je vois pas Révolution dans un match en tout cas. Ouais, ouais. Bon, on verra. Ouais, ou peut-être pas la Révolution, mais pour un Rampage ou pour un, tu vois, pour un Dynamite ou autre, hein. Ça peut aussi. Et donc, bon, voilà, donc on n'a pas FTR. Il y en a certains, ils avaient dit, je pense à Guillaume de CJDLL qui avait dit les Hardy Boys. On sait qu'ils sont de retour ensemble dans l'indé. Jeff va sûrement arriver sur l'élite. Moi, je voulais surtout pas parce que voilà, les Hardy Boys en 2022, c'est pas la peine. Et
Et surtout qu'il y a déjà eu, je crois, chez Ring of Honor, les Briscoe Hardy Boys, j'imagine. Certainement, oui. Certainement, parce Fort qu'il y a possible. eu la grosse rivalité avec les Bucks. J'imagine que les Briscoe étaient là aussi. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas eu un match à 3 équipes. Briscoe, Young Bucks, Hardy Boys. Un leader Possible, match, je crois. je sais pas du tout. Je Et sais donc pas. du coup, bon, la musique commence, c'est Matt Tremont qui arrive. Moi, mon point de vue sur Matt Tremont, c'est que je suis déçu qu'il a repris sa carrière, parce que quand on m'annonce que c'est une fin de carrière, j'aime bien qu'on garde le truc, même si ça reste du catch, et que faut jamais croire les catcheurs. J'étais censé plus rien faire dans le catch français, et je suis commentateur pour Rix, donc voilà. Même pour moi, ça marche pas ça. Mais en Ah, c'est pas bien. Hein. mais en gros, pour un catch, sauf que j'ai pas la carrière de Matt Tremont, donc limite c'est moins grave, tu vois, dans l'idée. Mais Matt Tremont, donc, qui a annoncé sa carrière, qui en fait est revenu dans le game et tout ça, on sent qu'il y a un gros partenariat. Enfin, H2O, Game Changer sont amis, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et là, en fait, donc son partenaire à lui, c'est Nick Gage, qui avait annoncé sur les réseaux qu'il serait pas dans le show. Mais les gens, à partir du moment où ils ont vu Matt Tremont, ils ont compris que c'était Nick Gage avec lui. Oui, c'est ça. Et, On sait très bien que si Tremont est là, ça peut être que Gage. ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de le préciser, c'est que Matt Tremont et Nick Gage, c'est une grosse rivalité au tout début de Game Changer. Donc un truc encore qui prouve que Game Changer a fait un show aussi pour les fans de Game Changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, oui. Ils ont vraiment essayé de rassembler le maximum de public qu'ils pouvaient. Les fans old school de ECW, les fans du truc un peu what the fuck qui est actuel aussi chez Game Changer Wrestling, et le côté, bah voilà, les fans deathmatch avec le rappel à l'histoire de Game Changer, etc. Donc pour moi, c'était un excellent choix de main event. Ça aurait pu donner un très bon match un bon 3,75-4, tu vois, s'ils avaient eu du temps, avec ça serait parti un peu dans tous les sens et tout. Encore une fois, il n'y aurait jamais eu de deathmatch parce que c'était interdit, et Matt Tremont, Nick Gage, bah souvent sans des néons, c'est un peu catastrophique, sachant que Nick Gage, pas du tout in shape, tout gros, tout fatigué, il n'a pas l'air d'être en forme, on va dire, mentalement. On en avait déjà parlé avec Gab il y a quelques temps, lors du Nick Gage Invitational, qui portait le nom de Nick Gage, mais Nick Gage n'était pas présent. Et donc on se retrouve avec ce match-là qui dure uniquement 5 minutes. Des 5 minutes qu'on a eu, c'était bien, mais bon, 5 minutes quoi. Un notable en fait. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas eu de match. Moi j'ai quand même mis 3,5. Ouais. Moi je peux pas le noter, ils ont pas eu le temps de faire ce qu'ils voulaient. Et on se retrouve à la même problème que All-In en fait. Ouais. La même problématique. Et mauvaise organisation à un moment de timing. Mais je sais pas pourquoi ils avaient un truc de 3 heures, un temps de 3 heures. Il y avait sûrement un gros truc important qui était diffusé après, je sais pas. J'ai pas vérifié. Diffusé sur Fit, mais je sais pas. Ça doit être des règles, hein. Ils ont des contrats avec Fit, parce que All-In était sur Fit TV de mémoire, ouais. Et c'était le même problème. Non, c'était si, Fit et Ring of Honor leur network, ouais. Mais voilà, c'est ça, je pense qu'il y a des contrats qui sont fixes avec Fit TV. On signe pour 3 heures d'antenne, c'est point, vous faites pas 3h30 en fait. Je pense que Fit est assez carré là-dessus pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont une grille de programme TV, hein. Ça reste un service de VOD, mais ils font du direct, donc ils ont une grille de programme TV. Il faut le respecter à mon avis, et voilà, ils ont mal géré la situation. Ouais. Ça reste dommage, et puis ça reste dommage en même temps. Ça montre clairement ce que c'est Game Changer Wrestling, à savoir du gros bordel en fait. Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, tout simplement, t'aurais fait les 2 matchs Jarrett et Effie et Ali Catch et Zero Bisso en tag team, tu règles le problème en fait. Tu règles clairement le problème de temps et tu gagnes 10 minutes. C'est clair. Donc c'est ça qui est... C'est une mauvaise gestion, mais c'est là où ils apprennent. Hein. C'est là que t'apprends dans des trucs comme ça qu'il faut être un peu plus carré. C'est ça. Donc ils vont apprendre et on verra bien. Ouais, c'est ça, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps, mais ça prouve clairement, moi, en fait, la mentalité de Game Changer, c'est on fait ce qu'on veut. Ça plaise ou pas, c'est pas grave, mais nous, on fait notre produit et point barre. Et encore une fois, Brett, lors de Dale, l'a dit plus tôt dans le show, Game Changer, c'est pas à vendre, quoi. Voilà, et ils ont lui, il a dit dans plusieurs interviews, il a aucune intention d'envoyer Game Changer à la télé. C'est pas son objectif. Il pourrait, hein, je pense.
Mais Là, je pense qu'il doit avoir des propositions, de toute ouais, façon. mais il a pas, il a dit lui, il a aucun intérêt. Autant qu'il reste sur Fit, c'est très bien pour lui, quoi. Bah, il est sur Fit, il se fait une billetterie d'enfer tous les shows. Ouais. C'est très bien. Mm. Et il travaille pas son public. Il modifie des choses, mais il Ouais, travaille pas le je public, suis je trouve. d'accord. Belle Donc, phrase parfaite pour finir. Ouais. mm, mm, Totalement. Totalement. c'est très bien. Si t'as une note complète sur le show, tu mettrais combien? Sur 5, je mettrais. Allez, 3,75 parce qu'il y a quand même. La fin est compliquée, les 4 derniers matchs. Bon, le homicide de Moxley est bien, mais on est fatigué, quoi. Ouais. Ouais, non, 3,75 parce que ça rate un peu sur la fin, mais Ouais, moi sinon, c'est ouais. très cool. Ouais, 3,75. Ouais, je pense que c'est un Mm. bon truc parce que c'est vrai que les 2 premières heures sont vraiment top. Sont Ouais, vraiment c'est ça. cool. Il y a pas un match qui est extraordinaire, tu vois. Mais Non. ça reste ultra solide. Lio Rush Blake, Christian, c'est cool. Le Mexicain est cool. Cardona, Janela est cool. Et c'est ces 3 matchs qui ressortent derrière. C'est bien, mais je pense par exemple le leader a été un peu trop long. Par exemple au début. J'ai pas le temps, mais. Ouais, je crois qu'il fait 11 minutes et oui, il est Ouais. long et un peu gênant, quoi. Ouais. Donc bon voilà, mais en tout cas c'était pour moi une réussite ce show-là. Mm. Donc voilà, on aura fait le tour sur ce show. Merci à toi Fab d'avoir Merci, un plaisir. participé à cette review. Et on se retrouve très bientôt pour une autre review d'un choix indépendant, mais cette fois-ci ça sera en Angleterre. Parce qu'on va parler Ouais. Ref Pro très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. Et nous on va continuer à suivre Game Changer Wrestling et de temps en temps on fera des reviews de shows Game Changer Wrestling. Je pense que le prochain Game Changer Wrestling ça sera Spring Break. Qu'on fera, Ouais, on fera un ça y truc rapproche, spécial hein. WrestleMania Weekend. Ça approche à grands pas. Ouais, et cette année ça va être ultra costaud, hein, putain. Oui, c'est vrai que l'année dernière, Ouais. c'était léger. Oui, mais l'année dernière, on était encore en plein dans le Covid à fond. Et Ouais. là, on sait qu'aux États-Unis, ils s'en branlent total maintenant. Et on est pour ou pas, ça c'est pas la question, mais on sait qu'il y aura des shows New Japan Strong, il y aura des shows Ring of Honor, il y aura des shows Game Changer, Beyond, etc. Donc ça va être ultra costaud et on va essayer de suivre au maximum ça chez les rebuts. Et d'ailleurs, Ouais, je fais une annonce. Si vous souhaitez parler d'un show du WrestleMania Weekend, contactez-moi. Parce que nous, on pourra pas tout voir. Et si Non. on a des personnes. Parce que je pense qu'on fera un gros podcast sur tous les gros shows, je pense. Tout en Ouais, un. mais je pense qu'on pourrait faire déjà un top comme l'année dernière qui Oui, avait bien. déjà. Les gens avaient bien aimé pour conseiller Bien sûr. les choses, mais oui, non. Clairement, Ouais. tout regarder, c'est pas possible, c'est l'overdose. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci à toi Fab, c'était un plaisir. Un plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch avec entre autres Puromania, avec entre autres All Elite Wrestling et plein d'autres choses encore qui vont arriver. En tout cas, n'oubliez pas d'être curieux, mais c'est pas comme ça que je finis mon émission normalement. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux, public. Oh non. Allez, ciao.